Je suis simplement quelqu'un qui ne voulait pas faire de maths. Il faut un mindset, mais de maboule. Il faut juste se dire que la vie est, quoi qu'il arrive, injuste. Pas Donc t'es accessible. allé en M2 de droit, Ouais, sans lire, sans savoir lire le code. exactement. On s'assoit au fond de l'amphithéâtre. Alain Bloch prend la parole. On est 100 dans l'amphi. Il dit « Valentin Tonti Bernard, lève-toi ». Et il me dit « Valentin, sache que mon temps est le tien. Jacob, sachez que mes horaires sont les vôtres. » À la fin de l'entretien, il me dit « Non mais t'as pas compris, moi je suis là pour te racheter maintenant. » Avec Jérôme, on a laissé 1 100 000 ou 1 200 000 sur la table. C'est que j'ai pas le droit de me planter. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui, Joachim Pinto, pour ce nouveau format Parole d'AST, un format dans lequel on va recevoir des AST, des MS et des MSC qui ont un parcours exceptionnel ou hors du commun. On est preneur de vos retours sur ce format parce que c'est un format qui va être en perpétuelle évolution et d'ailleurs je remercie franchement Dimitri Descogniers de nous héberger pour ce tournage dans son studio qui héberge actuellement Jocaris pour Métier de Rêve. N'hésitez pas en commentaire à nous donner des noms d'invités qui vous inspireraient, qui ont fait des parcours AST, MS, MSC ou alors à nous faire vos retours sur ce que vous aimeriez voir dans le format. Premier invité de la saison, Valentin Tonti Bernard, je suis ravi de le recevoir. C'est une personne que j'ai appris à connaître depuis 4 ou 5 ans maintenant, qui a un parcours vraiment hors du commun, qui respecte tout à fait le cahier des charges de cette chaîne. Et je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui. Valentin, bonjour. Bonjour Joachim, ravi de respecter les normes du cahier des charges. Parfait, alors on va voir les normes, mais on va voir que tu as un parcours qui est hors norme. Je vais essayer de le synthétiser en quelques secondes et ensuite on reviendra sur les grands points de ton parcours, de ce que je retiens et tu me dis si dans les grandes lignes c'est bon. Tu as eu une carrière qui s'orientait vers du juridique au départ. Finalement, pour des raisons, des péripéties de parcours que tu vas nous raconter, tu as bifurqué à un moment vers l'entrepreneuriat. Tu as décidé de ne pas embrasser la carrière d'avocat. Et aujourd'hui, tu es un entrepreneur à succès puisque tu as déjà monté plusieurs entreprises, revendu certaines, tu es toujours à la tête d'autres et tu es actuellement encore sur un nouveau projet de création d'entreprise. Parallèlement à ça, tu as un parcours hors du commun, on va en reparler, parce que tu as un handicap visuel, puisque tu es presque aveugle, tu vas nous en parler mieux. Et donc, j'aimerais vraiment que tu racontes vraiment de manière inspirationnelle, parce que quand on écoute Valentin, je trouve que derrière le côté j'y arriverai pas ou ça va mal se passer, en fait, il disparaît, parce que Valentin, il nous montre que tout est possible avec de la motivation. Valentin, je te laisse la parole. Ok. Bon, bonjour à tous. Comme Joachim l'a dit, je m'appelle Valentin Tonti Bernard. Moi, je suis pas prédestiné à faire de grandes études. C'est-à-dire que je viens de Nancy, donc dans le nord-est de la France. J'ai une primaire, un collège qui se passe plutôt bien avec le handicap que j'ai. J'arrive au lycée et je suis un petit peu en conflit avec mes parents, donc je suis à l'internat. Je bosse pas beaucoup, voire pas du tout. Et j'obtiens un bac littéraire alors que je suis pas du tout un littéraire. Je suis simplement quelqu'un qui ne voulait pas faire de maths. En 2013. Ras des pâquerettes, sans mention, sans rien, je passe quasiment au rattrapage. Et derrière, j'entre à la faculté de droit. À la faculté de droit à Nancy, ça se passe pas bien. C'est-à-dire que je fais beaucoup la fête. Donc en termes de vie universitaire, ça se passe très bien. Mais je redouble ma première année avec 6,5 de moyenne. Et je sais pas comment je fais, mais j'arrive miraculeusement à valider le deuxième semestre. Et à l'université, quand on arrive à valider un des 2 semestres, on ne le repasse pas l'année d'après. On en repasse simplement un. Donc l'année d'après, j'y retourne. Mes parents m'ont quand même resserré la vis. Je réussis à valider le premier semestre. Et là, donc de janvier à septembre, avant de rentrer en deuxième année, j'ai rien. Donc les 2 premières semaines de janvier, je fais la fête. Comme à l'ancienne, quoi, en fait. Exactement. Je repars dans mes travers habituels. Et là, ma mère fait la chose qui a été la plus utile pour moi de ma vie. C'est qu'elle m'a expliqué que concrètement, si je continuais comme ça, elle voulait pas me voir à la maison. C'est-à-dire que chez elle, on travaillait. Chez elle, on était responsable. Chez elle, on était autonome. Et on œuvrait pour son futur. Et si on voulait pas le faire, c'était pas grave. Mais il fallait pas être ici. Donc là, je me dis, ok, coup de pied au cul, au bout de 2 semaines de fiesta, il va falloir que finalement on puisse retourner dans le droit chemin, entre guillemets. Et donc là, je commence à faire des stages. Je bosse dans une étude notariale où j'apprends pas grand-chose, mais en tout cas, j'ai un rythme de travail. Je me lève à 7h, je suis au taf à 8h, je repars à 18h et je rentre chez moi. Donc je fais pas des trucs qui sont très intéressants. Au moins, c'est sain, quoi. C'est très sain et organisé. Et je découvre dans ce stage un agent immobilier qui s'appelle Samuel Péchoda. Et il m'entend parler un jour au téléphone, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais après ? Tu parles plutôt bien. Moi, je cherche quelqu'un en tant que stagiaire dans une de mes agences immobilières. » Je dis « Banco, moi, j'ai rien derrière, on y va. »
Et là, au bout de 3 jours, il me propose, il me fait une offre, parce qu'en fait, ça se passe bien. Je me rends compte que j'adore le contact avec les gens, j'adore pouvoir appeler des gens pour leur dire que nous, on va réussir à vendre leur maison et que les autres, ils y arriveront pas, ou en tout cas qu'on a des capacités pour pouvoir le faire. Et je me prends vraiment au jeu. Donc, on résume. Tu as un stage d'agent immobilier, là tu es dans ta deuxième partie de deuxième L1, Ouais. et du coup tu es libre, et tu n'as pas encore d'objectif de carrière, tu prends en gros ce qu'on te donne, quoi. Et moi, si j'ai pas d'objectif de carrière, je me suis jamais demandé quel était le sens de ma vie, où est-ce que j'allais aller, etc. C'était, on regarde pas plus loin que le bout de son nez, on avance, on fait ses études, mes 2 parents sont avocats, je me suis dit, bon voilà, mes 2 parents sont avocats, je fais du droit, je suis une trajectoire assez linéaire, et je m'interroge pas trop sur vraiment ce que je veux faire. Cette question, elle m'a toujours tracassé, c'est que j'ai une incapacité crasse à réussir à me projeter. Quand on demande, mes oncles, mes tantes, tout le monde le fait, demande à ses petits cousins ou à son petit frère, etc. Et tu veux faire quoi plus tard, etc. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu vois, genre, tu sais pas ce que c'est le métier de notaire, le métier d'avocat, etc. Tant que tu l'as pas pratiqué, t'en sais rien. D'autant que toi, de ce que je comprends, t'as fait une filière littéraire, mais qui était pas vraiment ce que tu voulais faire, juste t'aimais pas les maths. Potentiellement, t'as fait avocat aussi parce que tes parents étaient avocats. Donc, t'avais aussi le côté où, entre guillemets, t'étais pris entre je veux bien faire et j'essaie de pas trop me faire remarquer. Et le côté, à un moment, il faut assez vite, à 18, 19, 20 ans, commencer à réfléchir à une perspective. Donc, on reviendra après sur agent immobilier, etc. Mais du coup, tu termines cette expérience d'agent immobilier et tu reprends ta L2. Exactement. En fait, cette expérience d'agent immobilier, elle se termine jamais, puisque en parallèle de mes études, lors de ma deuxième, troisième, master 1, master 2, je vais continuer à bosser dans l'immobilier. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais appeler des gens. Par exemple, je t'appelle toi, Joachim, je dis « Ok, Joachim, j'ai vu que tu étais en train de vendre un appartement à tel endroit pour tel prix. » J'obtiens le mandat, donc je le signe avec toi, et derrière, je le rétrocède à une agence immobilière. Et s'ils vendent l'appartement, je touche une commission. Et donc, en fait, j'ai payé mes études comme ça. J'ai payé mes études, j'ai payé mon appartement de cette manière-là. Et pourquoi je te fais confiance, moi, sur la vente de mon appart? Parce que tu as déjà fait confiance à d'autres agents immobiliers qui étaient bien moins sympathiques que moi. Okay. Et j'ai réussi à obtenir ta confiance lors d'un appel téléphonique. Tu m'as rencontré, tu as eu plutôt confiance en moi. Entre un autre agent immobilier et moi, il n'y avait pas de grande différence. Et derrière, j'ai obtenu le mandat. Ok, donc ça, tu le fais en parallèle de L1 jusqu'à M2. Ouais. Est-ce que tu prends une spé droit immobilier du coup pour essayer d'avoir une cohérence ou non, aucun rapport? je savais que ceux qui étaient considérés comme les meilleurs étudiants en droit à Nancy, c'était des étudiants en droit des affaires. Donc je prends une spé droit des affaires parce que je commence à bien aimer ça, je commence à bien aimer le monde de l'entreprise, je trouve que c'est intéressant, je commence à regarder des trucs, des BFM Business, à écouter quelques podcasts, etc. Et je me prends vraiment au jeu, je me dis ok, en fait moi ce que je veux c'est réussir à aider les entreprises et donc je vais faire du droit des affaires. Donc là on n'est plus sur le Valentin qui avait 18-19 ans, qui faisait la teuf dès qu'il avait 2 minutes. Exactement. Là tu commences à avoir une perspective et tu te dis bon voilà, avocat droit des affaires. Est-ce qu'à un moment dans ta tête tu te dis je vais changer de fac, je vais aller à Paris, ou est-ce que tu veux rester à Nancy? Est-ce que tu as déjà identifié des cabinets qui te faisaient un peu rêver? T'en es où dans ton mindset? Là, tu as 22-23 ans à peu près. Ouais. Moi, dans mon état d'esprit, là, j'ai peur d'aller à Paris. En fait, moi, ma plus grande peur, ça a toujours été d'aller à Paris. J'ai pas parlé de mon handicap et je vais en parler maintenant. Donc en fait, j'ai 1/100 à chaque œil. Donc là concrètement, pour vous le dire, je vois pas Joachim. Je sais qu'il est en face de moi parce que j'entends sa voix et ses yeux doivent être à 7 cm au-dessus de sa bouche. Mais concrètement, je sais pas comment il est habillé, je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas s'il me sourit ou il me dit mec, t'es en train de raconter n'importe quoi. Part du principe que je suis très beau, comme ça au moins c'est réglé pour ça. Et donc je suis né comme ça. Donc quand je lis, j'ai une loupe monoculaire qui multiplie par 12 la police d'écriture. Donc je mets les feuilles comme ça devant mes yeux pour pouvoir lire ce qui est écrit et je lis de lettre par de lettre. On y reviendra, mais ça t'a demandé une faculté d'adaptabilité monstre, mais on y revient juste après. Ouais, mais depuis que je suis né, donc en fait, ça a pas. Mais concrètement, je suis pas expert du droit, mais à un moment, tu dois ouvrir des codes, tu dois aller lire des articles. Enfin, tu peux pas perdre du temps à lire de lettre par de lettre là où t'es. Mais de toute façon, ils lisent l'article d'un trait, quoi. Complètement. Mais dans le code, de toute façon, donc je lis de lettre par de lettre quand la police d'écriture est écrite en police d'écriture 14. Quand c'est moins de 14, je peux pas lire. Donc concrètement, un code civil ou un code pénal ou équivalent, ça doit être police d'écriture 6 ou 8 au maximum. Donc je peux pas lire. Les codes ne me sont pas accessibles. Donc t'es allé en M2 de droit. Ouais. Sans savoir lire le code. Exactement. Je connais la théorie pour pouvoir le lire et la méthode pour pouvoir l'ouvrir, si tu veux, mais je connaissais mes articles par cœur.
ce qui n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est comme si tu demandais à quelqu'un de dire, écoute, t'as un iPhone 15, mais par contre, tu vas pas enregistrer les numéros de téléphone, tu vas les apprendre par cœur. Et t'as 2700 contacts. Bonne chance, Joachim. Non, mais c'est impressionnant. Il faut que les gens se rendent compte parce que moi, la première fois où je t'ai rencontré, en fait, je savais pas. Et on avait une conversation, mais normale, un échange, enfin, tout normal. Et quand tu me l'as dit après, je me suis dit, mais c'est pas possible parce que concrètement, de l'extérieur, j'avais vu aucune conséquence. Alors évidemment qu'il y en a, mais est-ce que choisir le droit, qui est par définition un exercice dans lequel il y a beaucoup de lecture, beaucoup de codes, beaucoup d'articles, etc., c'était pas, en plus de ça, se rajouter une difficulté supplémentaire versus d'autres études, je dis n'importe quoi, d'économie ou de géographie, dans lesquelles potentiellement il y avait moins de trucs à apprendre par cœur? C'est possible. Après, lire une carte, je pense que c'est un petit peu compliqué en géographie. Ouais. Et en économie, réussir à bosser sur des problématiques complexes de mathématiques ou autres, ça revêt les mêmes spécificités. Donc toi, tu prends pas le truc comme ça, tu te dis, bon bah voilà, j'aime bien le droit, il y a des handicaps entre guillemets, tout le monde en a, moi je vais surmonter le mien, et voilà. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Et du coup, tu mènes tes études de manière à peu près normale. Est-ce que tu as une aide à la fac? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide à prendre les cours ou des choses comme ça? Non, à la fac, j'ai des copains qui me filent des cours, des copines qui me filent des cours, etc. La seule aide dont je bénéficie, qui est une aide importante, c'est lorsque je vais en examen, je ne vais pas dans l'amphithéâtre avec tout le monde, j'ai une salle particulière. Pourquoi j'ai une salle particulière? C'est que je passe mes examens avec un surveillant unique qui vérifie en fait ce que je fais sur mon ordinateur, parce que je passe mes épreuves à l'ordinateur pour que ce soit lisible par l'examinateur qui va pouvoir regarder ce que je fais. Okay. Donc concrètement, le pauvre, c'est pas super pour lui. Il est 4 heures derrière moi à regarder mon ordinateur pour vérifier si 1, je fais pas de recherche sur Internet, 2, je suis pas en train d'ouvrir des fichiers pour voir ce qui se passe, et 3, que je rends bien le fichier, le bon fichier à la fin sur ma clé USB. Pas qu'un pote t'a fait, quoi. Exactement. Et donc on revient au début de notre discussion, c'était que du coup Paris, peut-être ça te fait un peu peur pour ça aussi, tu vois. Paris, ça me faisait peur à crever. C'est le truc qui m'a fait le plus peur de ma vie. T'arrives dans une ville où tu viens de Nancy et là il faut prendre un métro. Je sais pas si t'imagines ce que c'est de prendre un métro quand tu vois pas, mais en fait t'es obligé de te souvenir de toutes les stations de métro par cœur. J'ai une carte mentale de la globalité des stations de métro que j'ai déjà pris à Paris. Parce qu'en fait je vois pas la ligne 2 si elle va dans tel endroit, tel côté ou de tel côté. Quand je suis à Châtelet, c'est vraiment à chaque fois le lancer de dés. Le pire parce que moi je me souviens quand je suis arrivé à Paris en août 2019. En octobre 2019, je m'arrête pour la première fois à Châtelet. Donc, je mets quand même du temps avant d'y aller parce qu'on m'avait prévenu, on m'a dit que c'était compliqué, etc. Je passe 45 minutes dans la station. Au bout d'un moment, je me suis assis par terre. J'ai attendu et je me suis dit, OK, calme-toi, tu vas réussir à sortir ou tu vas réussir à trouver une solution. Non, parce qu'en plus, moi, je sais que quand il y a un aveugle ou quelqu'un qui est identifié comme tel, du coup, on l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, comme ça se voit tellement pas, en fait, les gens, ils vont pas t'aider puisqu'ils voient pas que tu vois pas. Et donc, du coup, tu dois être encore plus seul dans ta perte, quoi. Mais ça, c'est une vraie volonté de ma part. C'est-à-dire que, tu sais, tu disais, tu as dû t'adapter avec ton handicap, etc. Tu as raison. Mais étant donné que je me suis jamais considéré comme étant une personne handicapée, j'ai toujours été un autre normal. Et c'est pas la même chose, tu vois, parce que j'ai jamais trouvé que j'avais une dette par rapport à une dette technique, entre guillemets, en termes d'individu. J'avais juste une autre perception des choses. Et avec cette autre perception des choses, je pouvais faire différemment. Je pouvais faire moins bien, mais je pouvais aussi faire mieux que ceux qui finalement disposaient de la globalité de leur sens. Oui, mais ça m'amène à la suite. Ouais. C'est que tu as quand même eu des conséquences concrètes parce que là, on a compris que tu veux embrasser maintenant la carrière d'avocat, tu veux être un avocat d'affaires et pour être avocat d'affaires, il faut le CRFPA. Et là, tu rencontres peut-être ta première vraie obstacle vraiment insurmontable, c'est l'administration française. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, carrément. Ça, c'est vraiment la seule difficulté de ma vie que j'ai rencontrée. C'est très important de le dire, c'est vraiment la seule. Entre mon Master 1 et mon Master 2, je veux passer le CRFPA. Donc le CRFPA, c'est le concours d'entrée à l'école d'avocat. Donc en gros, pour pouvoir devenir avocat, l'un des chemins, c'est le chemin classique, c'est de pouvoir passer le CRFPA. Pour ça, il faut que je puisse avoir des adaptations, notamment sur une des épreuves. Donc il y a 4 épreuves. Il y a la note de synthèse, le droit des obligations, l'épreuve de procédure et l'épreuve de spécialité. Les 3 dernières ne me posent aucune difficulté. La première est problématique, la note de synthèse. On comprend. La note de synthèse, c'est quoi? C'est entre 30 et 80 pages qu'il est nécessaire de pouvoir résumer en 5 heures.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une loupe monoculaire, je vois 2 lettres par 2 lettres. Concrètement, il me faut plus de 8 heures pour pouvoir lire 80 pages. Enfin, c'est pas possible. Donc, je fais des demandes d'adaptation. Il y a une première commission médicale qui se réunit et qui valide cette demande d'adaptation. Cette demande d'adaptation et les rapports de la commission médicale sont envoyés au ministère de l'Enseignement supérieur. Et par une lettre laconique je sais plus, c'était en juillet ou en août, le ministère de l'Enseignement supérieur refuse l'adaptation des preuves à la note de synthèse sous prétexte que, 1, ça serait une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats, et 2, c'est que concrètement, si je suis pas capable de faire une note de synthèse, je suis pas capable de lire assez rapidement, donc je ne peux pas être avocat. Oui, leur explication, c'est si cette épreuve existe, c'est parce qu'elle est nécessaire au métier d'avocat. Bon, ce qui est absurde, mais ok, refermons la parenthèse. Donc, si tu peux pas la faire, tu seras pas un bon avocat. Donc, en fait, on te rend service, en fait, si je résume grossièrement, on te rend service en t'empêchant de passer le concours parce que de toute façon, t'es pas fait pour ce métier. Mais c'est aberrant comme situation. Ouais, j'irai pas dans cette analyse-là parce que, en fait, je veux pas subodorer ce que pouvait imaginer la personne qui a pu rédiger cette lettre, parce que je ne connais pas cette personne qui a jamais voulu me rencontrer. Mais en tout cas, je reste sur un élément factuel et objectif. Moi, j'interprète, mais toi, je comprends que tu restes là-dedans. Mais concrètement, pour ceux qui nous regardent, et c'est important de comprendre, les concours, ils sont en septembre. C'est ça ? Exactement. Donc toi, tu as organisé ton année basée sur le fait que la commission médicale, elle avait dit OK. Exactement. Donc ça veut dire que tu as des gens dans un bureau qui ont envoyé un courrier d'une page, enfin moins d'une page, quoi, pour dire ouais, en fait, non, finalement, bon courage pour la suite. Tes 5 années de master, en fait, elles sont jetées à la poubelle parce que si tu n'as pas le CRFPA, tu as un master 2 de droit qui n'a pas de valeur pour devenir avocat. Exactement, qui n'a aucune valeur. Mais surtout que, et tu as raison de le souligner, c'est-à-dire que depuis le mois de juin jusqu'à la décision en août, en fait, je passe pas des bonnes vacances. Je bosse du matin au soir. Parce que le barreau, ça se bosse 10 heures par jour sur 3 mois. Donc en fait, je fais ça pendant 3 mois. Donc en plus de pas pouvoir le passer, j'ai passé des vacances de merde non, à la bibliothèque. J'imagine, je me mets à ta place, mais en fait, il n'y a pas d'interlocuteur. Non. C'est que tu as un courrier qui doit être d'une signature un peu générique et quand tu appelles, on ne sait pas qui a envoyé, on ne sait pas qui c'est. C'est pas comme si tu avais une discussion entre guillemets entre 2 personnes et, bien sûr. Voilà. Mais si j'avais vu la ministre de l'époque, j'aurais vu Vidal et je lui aurais expliqué, mais je lui ai dit, mais Madame Vidal, comment voulez-vous concrètement que je puisse passer cette épreuve et pourquoi vous voulez me la refuser en disant que c'est l'inégalité des chances par rapport aux autres candidats. Donc rien à faire. Non, rien à faire. Ok. Et donc, à quel moment tu te dis, parce que moi, je connais un Valentin qui n'a peur de rien, mais à quel moment tu te dis, bon, le monstre administratif, il est trop fort, ils ont gagné, je vais pas passer, et puis voilà, quoi. Alors, en fait, je me dis pas qu'il est trop fort. C'est-à-dire que je me dis, ok, mais concrètement, du coup, je ne peux pas devenir avocat, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et surtout, est-ce que je voulais vraiment être avocat ? C'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai ma première réflexion. Tu sais, je te disais, je me suis jamais posé des questions sur ce que je voulais faire, le sens de ma vie, etc. Et là, c'est le premier moment où je me dis, en fait, attends, c'est une pause sur la trajectoire linéaire que j'étais en train de me fixer. Il y a d'autres moyens pour devenir avocat. Je peux passer une thèse, je peux être juriste pendant 8 ans et obtenir une passerelle a posteriori. Donc, si je veux vraiment être avocat, déjà, je fais un recours pour pouvoir passer le CRFPA. Mais même si ce recours n'aboutit pas et que ça fonctionne pas, comment est-ce que je peux concrètement réussir à le faire ? Et là, je me dis, ok, donne-toi d'autres chances. T'as pris une claque, mais tu vas pouvoir essayer de trouver ce que tu veux vraiment faire. Et donc à cette époque-là, je me dis, ok, il faut que je puisse rencontrer des gens pour savoir concrètement ce qu'ils font, quel est leur métier, ce qu'ils aiment dans la vie, etc. Et je crée un podcast qui s'appelle à l'époque Made in Nancy, sur lequel j'ai dû avoir, 15 épisodes. Et j'ai interviewé Christian Ecker, l'ancien secrétaire d'État au budget, parce qu'il venait de Nancy, ou en tout cas d'à côté. Rémi Laurin, qui est avocat à Paris, qui était notamment l'avocat du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et qui était aussi de Nancy. J'ai interviewé un mec qui avait fait Top Chef, ou un truc n'importe quoi. Et je rencontre plein de gens différents comme ça. Mais attends, juste il faut s'imaginer la force de caractère. T'as 22, t'as 22 ans, ça fait 5 ans que tu fais du droit, ça fait 5 ans que tu sais que tu vas être avocat, enfin c'est la logique, t'as tout fait t'as tout fait bien, et à 23 ans, tu lances un podcast pour inviter des gens de Nancy pour voir ce qu'ils font et te dire peut-être pourquoi pas cuisinier, peut-être pourquoi pas homme politique. Il faut un mindset mais de maboule. Non mais en fait, il faut juste se dire que la vie est quoi qu'il arrive injuste. Ça, c'est vraiment une règle qui est ultra importante, c'est que demain, on ne sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Nos êtres aimés peuvent partir, il peut nous arriver une galère de santé, on peut perdre notre travail, on peut se retrouver en galère, etc. La vie est par définition injuste, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste la beauté de la vie. Les gens qui aiment vraiment la vie aiment cette injustice de la vie.
Et moi, vraiment, j'aime la vie. Donc, quoi qu'il arrive, cette injustice que j'ai trouvée outrancière, que j'ai trouvée horrible, que j'ai trouvée dégueulasse, etc., c'était la plus belle chose de ma vie. Parce qu'en fait, si j'avais pas eu ça, je serais devenu avocat. J'aurais travaillé comme tous mes potes de 8h du mat à 23h tous les jours. Je me serais fait fouetter par des mecs qui m'auraient pas respecté. On embrasse tous les avocats. Non, mais que j'aime de tout mon cœur. Je les aime vraiment de tout mon cœur. T'as fait un business dedans, donc c'est que tu les aimes bien après. Et je passe encore toutes mes soirées avec eux, etc. Mais c'est juste que c'est un métier qui est extrêmement difficile, qui est un métier où on travaille énormément. Pendant les premières années, on n'a aucune reconnaissance. Non, mais il n'empêche que c'est une force de caractère. C'est bravo, enfin, je comprends ton mindset, mais il n'empêche que c'est un mindset qui demande énormément de ressources. Bref, tu fais ton podcast. Ouais. Est-ce que ce podcast, il t'ouvre les yeux ou Non, pas trop. Il m'ouvre les yeux sur 2-3 trucs. Les personnes que je préfère, c'est les chefs d'entreprise que je rencontre. C'est peut-être un hasard, hein, des gens que j'ai pu interviewer, mais en tout cas, c'est eux qui m'intéressent. Et je commence à regarder un petit peu de ce qui se passe du côté des chefs d'entreprise. Et là, je tombe sur le podcast d'une ancienne HEC entrepreneur, 2012, Pauline Legnaud, qui avait un podcast qui s'appelait à l'époque Crème de la Crème. C'était super. Quelques emmerdes d'ailleurs avec justement Crème de la Crème. Et elle a renommé son podcast Le Gratin. Et je commence à écouter des épisodes. Donc j'écoute Victor Luger, le fondateur de Big Mama avec Tigran Sedou. J'en écoute 5, 6, 7, 8, 10 autres. Et je tombe sur l'épisode numéro 6, dont le simple titre est Réfléchir en stratège et agir en sauvage. Ou l'inverse. Agir en sauvage et réfléchir en stratège. Peu importe. Et c'est un monsieur qui s'appelle Jacob Abou qui est interviewé. Et j'écoute le podcast. C'est un monsieur qui a une voix déjà qui a déjà vécu. Ouais. Il a 75 ans à l'époque. C'est un monsieur qui vient d'Oran, né à Oran, juif séfarade, arrivé en France, placé à l'assistance publique avec ses 8 frères et sœurs. Et 60 ans après, quand il fait ce podcast-là, il a une réussite entrepreneuriale incroyable. C'est lui qui a monté Décret en France, le contrôle technique, les déménageurs bretons, Price Ministère avec PKM, le journal de l'automobile et tout le monde dans le journal de l'automobile, Billboard qui a été revendu à Jean-Claude Decaux qui est son premier gros succès, et il en a 400 des boîtes comme ça. Et ça, tu le sais pas encore, mais moi, je suis plus vieux que toi, donc à ce moment-là, sûrement que je le sais, à ce moment-là, c'est que c'est une des figures emblématiques de HEC Entrepreneur, mais ça, quand t'écoutes ça, tu le sais pas. Non, je le sais pas. Moi, j'écoute ce monsieur, et je trouve qu'il est incroyable, il est pas allé à l'école, il réfléchit différemment des autres, et j'ai un déclic qui ne m'est jamais arrivé avant, et qui ne m'est plus jamais arrivé après. Je me dis, de ma chambre d'étudiant, si je rencontre ce mec, ma vie va changer. Non mais il faut se rendre compte, bon malheureusement il nous a quittés, on en reparlera, mais pour l'avoir rencontré, c'est quelqu'un qui déjà physiquement est impressionnant, est un peu gros, il parle très fort, il est très impressionnant, et surtout bah, quand il te déroule un peu comme tu l'as fait, mais nous on avait eu un échange assez long devant la promo, il te déroule modestement son CV, et tu te dis putain le gars personne le connaît en fait dans l'écosystème, mais c'est un boss. Et encore une fois, avec cette histoire familiale incroyable dont tu nous parlais. Et d'ailleurs, bon, du coup, il était très investi dans cette promo. Et toi, tu te dis, bah, du coup, je me mets à ta place. Est-ce que le plus simple, c'est pas via Pauline Legnaud ? Mais si, le plus simple, c'est via Pauline Legnaud, mais cette chère Pauline que je connais maintenant, à l'époque, je lui écris un message, je crois, sur Instagram et un mail. Bah, elle me répond pas, parce que bah, elle a autre chose à faire, elle est entrepreneuse, elle a une très belle boîte, elle voit très certainement peut-être ce message passer où il y a un mec de 22 ans qui lui écrit de Nancy, et je pense qu'elle en a 300 par jour qui lui écrivent comme ça. Donc, deuxième voie pour rencontrer Jacob Abou. Le journal d'automobile, avec son neveu qui est patron du journal d'automobile, Laurent que j'embrasse et à qui j'écris et qui ne me répond pas. Et la troisième voie, c'est de me dire, bah, en fait, je vais faire HEC Entrepreneur. Donc, tu décides de rentrer à HEC Entrepreneur, pas pour HEC, pas pour les cours, pas pour les modules, pour rien, ce que Jacob Abou. Exactement. Et ça, tu le dis, et c'est ça qui est ouf, tu le dis à ton recrutement. Exactement. C'est-à-dire que je le dis pas dans les dossiers, les dissertations, etc. qu'on doit faire. Mais par contre, à un moment donné, donc les euros d'HEC Entrepreneur, vous rentrez à 3 candidats dans une salle. Il y a 3 bureaux avec à chaque fois 2 jurys par bureau. Et en fait, dès qu'il y a une cloche qui sonne, vous tournez. C'est un speed date, en fait. Exactement. C'est ça, c'est un speed dating.
Et je fais le premier qui se passe très très bien. J'arrive au deuxième et il y a un mec qui me regarde. Je crois que c'était un des 3 mousquetaires. Joël, Alain. Je crois que c'était Alain Rénal Ok. qui me dit ça. Il était à côté d'Alain Bloch. Et il me dit t'assois pas. Donc avant que j'arrive, hein, j'allais pour m'installer. Il me dit t'assois pas. T'as fait un DJDE en Lorraine. Je sais même pas ce que c'est. Alors que j'ai fait un DJCE, diplôme de juriste conseil en entreprise. Et à mon avis, c'est très bien ce que c'est. Et c'est très bien ce que c'est. Et il me dit t'assois pas ici. Enfin, t'as pas ta place. Je dis, bah, en fait, je me place parce que vous m'avez reçu et je dois être ici. Et de toute façon, j'ai ma place, mais c'est pas pour HEC que je suis là, hein, c'est pour rencontrer Jacob Abou. Pour moi, HEC, c'est... Maintenant, je sais que c'est pas le cas, mais à l'époque, je savais pas. Pour moi, c'est une école de fils à papa. Moi, je suis pas un fils à papa. Je veux rencontrer celui qui n'est pas non plus un fils à papa et qui est passé dans le podcast de Pauline Legnaud, Jacob Abou. Donc, limite, me prenez pas, mais accordez-moi 1 heure d'entretien avec lui et on se serre la main, quoi. Ah, c'est plutôt prenez-moi et vous verrez qu'en bossant avec lui, je réussirai à faire un truc. Okay. C'est plutôt dans ce sens-là. Et juste pour ceux qui se posent la question, parce que l'entretien d'HEC Entrepreneur, il est très agressif. Il est sur un mood pas du tout bienveillant et on essaye aussi de jauger ce que les candidats ont dans le ventre. Moi, je parle aussi en tant que juré et j'imagine que le fait que tu leur répondes, alors que tu étais dans une situation hyper inconfortable, bah, tu leur réponds, tu montres que tu te laisses pas marcher sur les pieds. Ça a dû être aussi un élément déclencheur de ton admission. Très certainement. Mais à l'époque, je le sais pas. Quand je le dis, pour moi, je fais un trait sur HEC Entrepreneur en me disant je peux pas lui rentrer dedans comme ça et en lui disant que HEC est une école de fils à papa et que je suis là pour rencontrer Jacob Abou et que celui-ci me prenne. Okay. J'ai beaucoup de chance. C'est que j'étais face au patron d'HEC Entrepreneur, en tout cas l'ancien patron, Alain Bloch. Et Jacob avait racheté une boîte à la barre qui appartenait à Alain Bloch, qui s'appelait à l'époque les Annuaires Soleil, et que Jacob a revendu derrière à Bouygues. Un concurrent des pages jaunes ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, concrètement, quand tu évoques le nom Jacob Abou devant Alain Bloch, bah, ça résonne tout de suite. Exactement. Parce qu'il comprend que tu as compris que c'était un personnage à part, quoi. Et donc, il se dit, bah, peut-être si ce gars, il a compris, c'est qu'il a de la suite dans les idées, quoi. Donc, tu sors de l'entretien. Ouais. Tu es sûr de pas être pris. Ouais. Donc, dans ta tête, tu te dis, bah, je vais encore essayer autre chose. Et finalement, tu es pris. Ouais, et j'avais passé, pour la petite anecdote, j'avais passé des entretiens chez Doctrine et j'allais bosser en tant que SDR, donc sales, un sales qui passe des calls et qui prend des rendez-vous chez Doctrine. Ok. Donc finalement, il te rappelle. Ouais. Et est-ce que le coup de foudre professionnel / personnel attendu a lieu? Avec Jacob? Ouais. Mais c'est incroyable. Donc je sais le 6 juin que je suis admis à HEC par mail. Je suis à l'époque à Montpellier pour ma certification. Je passe un mois, je fais la fête. Pendant 2 mois, je rebosse le barreau. Je peux finalement pas le repasser une nouvelle fois, donc j'ai un peu le seum. Et en septembre, on arrive à HEC. La première fois que je me pose à HEC, après une semaine d'intégration avec toute la promotion, etc. Randonnée. Exactement. On est donc on fait 100 bornes de randonnée dans le Jura en une semaine. On est dans un amphithéâtre et je suis au fond de la salle avec mon copain Julien Latouche, que tu connais. On s'assoit au fond de l'amphithéâtre, je suis assis à côté de lui, on connaît pas encore tout le monde, mais il y a 2-3 personnes qu'on commence à identifier avec la semaine de randonnée qu'on a faite. Alain Bloch prend la parole, donc il est à la tribune. Moi, je suis tout au long de l'amphi. On est 100 dans l'amphi. Sachant que tu vois pas très bien. Donc Sachant que je vois rien du tout, je vois même pas... tu t'es pas facilité la tâche. Enfin... Et Alain Bloch ne dit pas bonjour, ne dit rien, il dit Valentin Tonti-Bernard, lève-toi. Et là, vraiment, c'est coup de pression énorme parce qu'en fait, déjà, je suis tout rouge. Je me demande ce que j'ai fait de mal. Ouais. J'ai mon cœur qui commence à battre très, très rapidement. Et il nous avait envoyé des listes d'entrepreneurs la veille. Et en fait, je les avais scrappés de façon un peu sale. Et je les avais ajoutés sur LinkedIn directement. Et je pensais que j'allais me faire démonter devant tout le monde en me disant que ça se faisait pas. Et je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Enfin, j'en sais rien. Et là, donc, je me mets debout au fond de l'amphithéâtre et Alain Bloch commence à dire, en fait, voilà, Valentin Tonti-Bernard, voilà ce qu'il a fait avant. Il pense que HEC, c'est une école de fils à papa. On va essayer de lui montrer que c'est pas vrai. Mais il est là pour rencontrer une seule et unique personne, c'est Jacob Abou. Jacob Abou, lève-toi. Et donc là, je suis extrêmement ému, parce que en fait, moi, j'avais pas vu que Jacob Abou était présent. J'ai 120 personnes qui me regardent en me disant, mais c'est quoi ce sketch? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis très, très ému. Et donc, Jacob se lève, en tout cas, j'entends une chaise et quelqu'un qui bouge, et il me dit, Valentin, sache que mon temps est le tien. Et ma réponse, ça a été, Jacob, sachez que mes horaires sont les vôtres. Et la première phrase qu'on échangeait avec Jacob Abou, c'est ça.
Devant tout le monde. Devant tout le monde. Qui ne comprend rien. Tu peux interroger les 120 personnes, je suis convaincu qu'il y en a au moins la moitié qui s'en souviennent. J'ai été dans cet amphi à la même place et tout, si ça m'était arrivé quelques années avant, tu comprends rien en fait. Toi, t'assistes. Ah non, mais toi, ok, mais quelqu'un d'autre lambda, il est dans l'amphi. Il s'attend à ce qu'Alain Bloch lui dise voilà, bienvenue, on va passer une année super, etc. Et il y a un échange entre un étudiant et on va dire, membre de l'administration un peu informel, devant tout le monde. Mon temps sera le vôtre, mes horaires seront les vôtres. Enfin, c'est lunaire pour quelqu'un qui sait pas ce qui se passe. Et le deuxième truc qui est lunaire, c'est que donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais au début d'HEC Entrepreneur, il y a une mission création où en 5 semaines, tu dois créer une boîte fictive et réussir à lever de l'argent auprès d'investisseurs. Tu es réparti par groupe de 3 et tu as un mentor. Donc, Jacob était un mentor, il y a plein d'autres mentors. Et il s'avère que je suis pas dans le groupe de Jacob Abou. Mais il en a rien à foutre. Il monte dans l'amphi, il dit à Julien envoie-moi-le. Enfin, il fait un signe pour que je l'envoie. Donc, je dis mais Jacob, je suis pas avec vous. Il me dit HEC Entrepreneur, c'est moi. Si t'es avec moi, t'es avec moi. Je dis ok, très bien. C'est vraiment le personnage. Et il me bloque, donc avant qu'on rejoigne les autres dans le hall, et il me dit j'ai 3 frères et sœurs qui sont sourds et muets. Je veux comprendre comment toi, sans rien voir, tu peux en être là où t'en es aujourd'hui. Et il me dit donc en fait, maintenant, ton histoire l'a touché, quoi. Exactement. Et en fait, on ne s'est jamais quitté. C'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai fait avec lui de l'acquisition, de la cession, du management de transition. J'étais présent à tous ses rendez-vous. Il m'envoyait son chauffeur en me disant dans 25 minutes, il faut que tu sois à tel endroit. J'étais à tel endroit dans 25 minutes. Il me disait il faut que tu assistes à tel rendez-vous dans des restaurants incroyables où j'étais avec des patrons de l'automobile, où j'étais avec des chefs de publicité, où j'étais avec des grands patrons de banque de Paris. J'ai vraiment appris à ses côtés. En fait, j'écoutais ce qui se passait et lui me protégeait. Quand tu dis 3 ans, HEC Entrepreneur, ça dure 1 an. Ouais. Ça veut dire que tu as eu comme activité un peu bras droit, parallèle, c'est ça? C'était en parallèle de tes activités? En parallèle de mes activités et depuis HEC Entrepreneur. Donc de 2019 à 2022 à son décès. Incroyable. Et donc, cet homme-là qui a 1000 business, 1000 vies, etc., à un moment dans sa vie, ça lui a fait écho et il s'est dit, ce gars-là, je vais être son mentor, quoi. C'est ça le mot, c'est mentor? Ouais, c'est mentor. Dans un premier temps, c'est on va travailler ensemble dans le cadre d'HEC. Dans un second temps, je vais être son mentor. Je sais pas s'il a été. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi comme mentor, mais lui il m'a choisi comme poulain. Tu vois, c'était assez réciproque. Ensuite, on est devenus amis. Et ensuite, on avait une relation qui était une relation de filiation. En tout cas, de filiation non sanguine, non juridique, mais une filiation affective extrêmement forte. Enfin, il m'appelait fiston. Moi, je l'appelais patron. Il m'appelait à 6h du mat et il me disait alors, feignant, t'es sur le pont ou pas encore? Incroyable. Donc, en fait, ce que tu avais ressenti dans le podcast, tu l'as confirmé en fois 1000 après, par la suite. Ouais. Donc, t'es bras droit d'un homme qui gère 1000 business, etc. T'apprends à une vitesse exponentielle. Exactement. Et t'apprends surtout sans respecter les codes classiques de ce qu'on peut t'apprendre soit dans les écoles, soit dans les universités. Jacob, il avait des phrases qui étaient incroyables et qui synthétisaient énormément sa façon de voir les choses. Il me disait, la première chose qu'il m'a dite, c'est « t'es juriste, il faut que t'oublies le droit ». Les règles et les lois sont faites pour que les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. Ça veut pas dire faites de la fraude fiscale, faites de l'évasion, truandez, faites du black ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire on te met dans un cadre, il faut que tu sortes de ce cadre si tu veux commencer à réfléchir. Et toi, ça te parle puisque toute ta vie t'es sorti du cadre. Exactement. Et moi, en fait, c'est vraiment qui je suis. Il a d'autres phrases qui disent un con qui avance vaut toujours mieux que 2 intellectuels qui parlent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les choses, il faut les faire. Il faut arrêter de les poser sur papier pour savoir quel va être ton business plan, quel va être ton business model, est-ce que oui ou non ça rentre, etc. Le con qui avance, il va voir quelqu'un, il toque, il dit « Bonjour Joachim, je vends des bouquins, est-ce que tu veux m'en acheter ?» Si Joachim dit non, et qu'il y a 25 personnes comme Joachim derrière qui disent non, c'est que le bouquin n'est pas vendeur, c'est que le commercial n'est pas bon, ou c'est que le thème et le moment choisi ne sont pas intéressants. Les 2 intellectuels, ils auraient passé 6 mois à pouvoir te pondre un truc.
Le mec, il est juste allé taper à une porte. Et donc ça, c'est la méthode Jacob Abou, c'est les réflexions de Jacob Abou. Et il en a des centaines comme ça. Et toi, ça te parle, ça te fait écho, donc tu te mets dans sa roue. Exactement. Ce qui t'empêche pas à côté, mais il faut que tu nous expliques en termes d'emploi du temps comment ça marche. Bah, du coup, tu es diplômé 1 an après. Ouais. On va faire après un point sur ton année HEC entrepreneur, mais tu es diplômé et en parallèle, tu as cette vie de bras droit, quoi. En parallèle. C'est exactement ça. En fait, de septembre à décembre à HEC, je bosse quasiment que pour Jacob. Donc, je vais au cours obligatoire à HEC Entrepreneur, mais je passe pas beaucoup de temps, ce qui est un point négatif parce que mes relations avec la promo, du coup, ont pas pu être aussi bonnes que ce que j'aurais espéré. Mais je me suis fait quand même plein de copains, j'ai fait passer plein de soirées avec eux et c'était quand même génial. Mais pas autant que ce que j'aurais pu faire. De janvier à avril, je commence à monter ma première boîte, Anomia. Et en parallèle, je continue à bosser avec Jacob. Et avril 2020, là, c'est la création juridique d'Anomia. Et donc là, ça devient plus compliqué de pouvoir faire les deux. Donc là, je suis présent, mais uniquement sur les opérations où Jacob a besoin de moi et vraiment besoin de moi et qu'on peut pas mettre quelqu'un d'autre. Donc vraiment sur les trucs où je suis indispensable pour lui. Indispensable pour lui, ça veut pas dire que j'ai plus de compétences que les autres. C'est un degré de confiance extrêmement élevé. Ok. Donc il te dit, tu vas à cette réunion, tu négocies tel truc, sur tel point tu peux céder, mais sur tel point surtout pas. C'est ça le genre de mission qui te confie, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Où le fait de pouvoir être présent, de pouvoir le challenger sur ce qu'il peut réaliser, pouvoir avoir ma vision des choses. Ça veut pas dire qu'elle était suivie, ça veut pas dire qu'elle était qu'il n'en avait pas l'idée ou que j'ai trouvé des trucs géniaux. Je pense que ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait m'apprendre. Et donc, en fait, il acceptait que je sois moins bon sur certains trucs ou que je fasse des erreurs. Parce que ce qu'il voulait, c'est que j'apprenne. C'est que j'apprenne et que je suive ses traces. Et je crois savoir que Jacob a eu des enfants, puisque moi, je les ai vus intervenir dans la promo. Est-ce que, du coup, tu avais une relation avec eux aussi ? Alors, il a 3 enfants, Jacob, Karine, Caroline et Estelle. Karine était aux États-Unis, elle est avocate. Caroline est pilote de automobile en Italie, et donc du coup, je l'ai jamais rencontrée, mais on a beaucoup échangé. Et Estelle, je la voyais, et je la vois encore de façon relativement fréquente. Elle a commencé par être avocate, et elle a repris les business de son père. Donc tu fais cette rencontre, finalement le podcast de Pauline Léniaud a été le déclencheur. On espère que ce podcast sera un déclencheur aussi pour d'autres parcours. Et tu montes Anomia. Oui. Donc ça c'est vraiment le début du début vraiment entrepreneurial où tu as compris finalement, si j'essaye de résumer, que tu es venu à HEC Entrepreneur pour rencontrer Jacob Abou, mais en fait finalement c'était pas un hasard, tu étais un entrepreneur dans l'âme, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je sais pas si on peut être entrepreneur dans l'âme ou pas. En fait, pour moi, un entrepreneur, c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui se dit, ok, j'ai un instinct business. J'arrive à confirmer cet instinct par des résultats marchés. Et les résultats marchés me permettent de créer une entreprise que je réussis à faire grandir. Je réussis à embaucher des gens. Je réussis à monter une boîte. Et n'est entrepreneur que celui qui peut faire ça, et est entrepreneur celui qui est capable de faire ça. Ni plus, ni toi, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de revanche ou t'es pas du tout dans ce mindset-là, de dire que le monde des avocats, en fait, tu les as retournés derrière, et peut-être qu'il y a le côté, en fait, finalement, j'aurais été un bon avocat et je vais vous le montrer, quoi. Tout est une question d'ego. C'est-à-dire que c'est un gros problème, en tout cas, ma compagne te dirait que c'est un gros problème, je ne fonctionne qu'à l'ego. C'est-à-dire que quand j'ai pas pu devenir avocat, je trouve derrière, j'ai un instinct business sur le fait qu'il faille former les avocats aux compétences d'un chef d'entreprise, à la stratégie, à la vente, parce que c'est ça Anomia, juste pardon, j'ai pas bien expliqué. Anomia, le concept, c'est de rendre plus business une profession, donc avocat, qui est très juridique, mais très peu le reste, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, quand tu es avocat, tu vas à la fac de droit pendant 5 ans, tu passes l'école d'avocat et tu deviens avocat. Jamais tu fais du business de ta vie. Tu fais que de la théorie juridique tout le temps. Donc, tu sais pas acquérir des clients, t'as pas de site internet, t'as pas de résultats, tu sais pas combien t'as coûté un client, t'as pas de réseau, t'as rien. Non, pour ceux qui ont quelques notions de pilotage financier, il y a des cabinets d'avocats qui font plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires à Paris, qui suivent 2 indicateurs de performance. C'est leur compte bancaire et leur chiffre d'affaires. Basta.
Donc, si tu veux, c'est juste catastrophique. Enfin, et si ça, c'est les gros, en fait, tous les petits, c'est puissance 1000, quoi. Ok. Donc là, tu pars de ce constat-là et tu arrives à mixer ton mindset entrepreneur avec ton amour de toujours, mais qui n'est pas allé au bout, c'est-à-dire la profession d'avocat. Exactement. Et donc là, je commence par faire ce que tu fais là. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des podcasts, je rencontre des avocats. J'ai eu la chance de rencontrer vraiment l'équivalent de l'équipe de France de football des avocats de Paris. Et j'ai eu la chance de recevoir Jean-Michel Darrois, Jean Veil, le fils de Simone Veil, Julia Minkowski, la femme de Benjamin Griveaux et surtout une très très grande avocate pénaliste, Rémi Laurin, l'avocat d'Éric Dupond-Moretti. Le fameux que tu avais déjà eu à Nancy. Ouais. C'est lui qui baisse sur les deux. Jean-Yves Le Borgne, Jean-Yves Le Borgne avec une voix, la voix, surnom. Et des gros avocats en M&A qui ont fait des acquisitions incroyables. Enfin, j'ai eu la Rolls-Royce des avocats de Paris. Ouais, alors les gens se rendent peut-être pas compte parce que c'est un monde hyper fermé, mais là les noms que tu dis, chaque nom c'est l'équivalent de, on va pas dire Elon Musk, mais en tout cas c'est l'équivalent de Xavier Niel. Chaque nom que tu viens de dire côté avocat. Côté avocat, exactement. Ok, donc tu arrives à convaincre ces gens. Donc, on est d'accord qu'à ce moment-là, tu n'es personne. Enfin, tu sors d'HEC Entrepreneur. Bon, tu connais Jacob Abou, mais ces gens-là... Jacob, il n'aime pas les avocats. Voilà, ces gens-là, c'est un peu un monde hermétique. Et puis, tu nous as dit ce que Jacob pensait du droit. Donc, voilà. T'appelles Jean-Michel Darrois, qui est le pape du droit à Paris. Et voilà, j'ai un podcast, je voudrais vous interviewer et tu vas au culot, quoi. Ouais, ça se passe... Alors, pour Jean-Michel, ça se passe pas vraiment comme ça. Je harcèle sa secrétaire, qui s'appelle Isabelle, qui est quelqu'un d'incroyablement sympathique et qui m'a beaucoup aidé. Et pendant, je pense, 8 semaines, 9 semaines, je dois appeler 1 à 2 fois par semaine. Et je dis, Isabelle, il m'a toujours pas rappelé, etc. Vous voulez pas me remettre en haut de la liste? Vous verrez, je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique, etc. Incroyable. Et à un moment donné, je me rends au bureau, je vais la voir en physique, etc. Et je sais pas, il appelait pas, il y a du travail. Ouais, c'est des gars ils sont à combien de l'heure? Ils sont à 1000 € de l'heure, enfin plus. Jean-Michel, le cabinet Darrois, c'est encore un des seuls cabinets où tu es, je vais pas donner un de leurs vrais clients, mais tu es LVMH. Voilà, LVMH. Ok, très bien. Tu es LVMH. Tu contactes Jean-Michel Darrois pour travailler sur une opération d'acquisition. Il va travailler pour toi. Il va pas te dire combien ça te coûte. C'est quand il aura fini son travail qu'il va t'envoyer ce que lui estime que ça doit coûter. Ouais. Et il t'envoie une facture. Il t'envoie pas une propale ou pas un devis. C'est encore l'un des derniers avocats qui est capable de faire ça. Mais on comprend du coup, enfin on se met à sa place, son temps il vaut cher, il est méga sollicité, ça vaut un truc qu'on pourra vraiment pas se payer. Et toi t'es là, oui voilà, je voudrais juste une heure de podcast. Bah non, j'ai d'autres choses à faire. Donc au culot, exactement. Isabelle te décroche un rendez-vous. Et donc Isabelle me dit, écoutez, je vais vraiment faire en sorte qu'il vous rappelle Valentin, etc. Et donc un mercredi matin à 7h15 ou 7h30 du mat, je reçois un appel d'un numéro que je connais pas, je réponds. Il me dit, bonjour, ici Jean-Michel Darrois, j'aimerais savoir qui importune comme ça ma secrétaire. Et en fait, coup de pression là. Et là, moi en plus je suis pas un leftos, tu vois, donc j'ai encore la voix du j'ai bavé toute la nuit, j'ai la gueule sur l'oreiller. Et là je dis, écoutez, voilà, c'est pas compliqué, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà pourquoi je veux vous rencontrer. Est-ce que vous accepteriez? Et donc là il me dit, voilà, ok, venez au 69 avenue Victor Hugo, donc les locaux du cabinet, de 15h à 16h tel jour. J'y vais. Je passe un moment incroyable, on fume des clopes dans son bureau au 6e étage, et je pars finalement de ce bureau-là à 19h30 ou 20h. Ouais, et en fait, on passe l'après-midi. 15h-16h est devenu 15h-20h. Exactement. Un deuxième coup de foudre professionnel. Ouais, un grand coup de foudre professionnel, quelqu'un que je trouve vraiment admirable, qui est pragmatique. C'est la seule personne que j'ai rencontrée de ma vie qui m'a donné l'impression que quand j'étais rentré dans son bureau, alors que moi je venais le découvrir, il m'a laissé voir, il m'a laissé comprendre que j'étais la chose la plus importante au monde. Pendant 4 heures, le temps s'arrête, quoi. Exactement. Il prend pas son portable, il t'écoute. Il prend pas etc. son téléphone portable, il prend pas d'appel, il a pas d'ordinateur sur son bureau. Tu es la chose la plus importante au monde. C'est-à-dire que moi, j'étais venu pour lui poser plein de questions, comment il avait réussi à avoir tel ou tel client, comment il avait structuré son cabinet, etc. Il me dit, mais je veux savoir qui vous êtes. Je veux savoir ce que vous aimez dans la vie. Je veux savoir si vous voulez toujours devenir avocat. Je veux savoir comment vous développez votre activité et quels sont les nouveaux modes de développement pour les cabinets d'avocats. Et si tu veux, Mais toi, tu vas pas pour en faire un client.
Non, mais parce que c'est le boss, quoi. Jamais que ça va devenir un client, c'est ça. exactement. Et finalement, ça deviendra un client. On peut peut-être dire un ami. Ça ne deviendra pas un client, pas en tant que tel, proprement parler. Okay. Je travaillerai jamais avec Jean-Michel Darrois, avec le cabinet et d'autres avocats du cabinet, assurément. Il a préfacé Il a préfacé mon livre. J'aimerais te dire que c'est un ami, mais je le vois pas assez pour que ça puisse être le cas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il va, t'es pas dans une optique business, t'es dans une optique du fan de foot à qui on dit il y a Zidane dans la salle, pose-lui une question sur la Coupe du Monde. Enfin, c'est ça dont on parle. Et finalement, ce podcast-là, où en fait au début tu te fais un peu un kiff, c'est je vais prendre les top avocats de leur domaine et puis je vais aller leur faire une interview. Tu commences à comprendre qu'en fait ça peut devenir un tremplin pour ton idée business Anomia qui va du coup t'amener des clients. Je crois que tu commences pendant le Covid à peu près. Ça veut dire en gros au début c'est full online. C'est full online, ouais. C'est de la formation business full online. Mais tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait ce podcast-là et ces podcasts, c'est vraiment, si je prends un parallèle avec le monde du rap, c'est Booba qui pose sa main droite sur l'épaule gauche d'un rappeur en disant lui je l'ai validé. Et en fait c'est ça qui va se passer avec les avocats. C'est qu'à un moment donné il y a une espèce de FOMO où au début on vient se dire mais qui c'est ce mec qui est capable de rencontrer à 25 ans les plus grands avocats de la place, il est capable de les tutoyer derrière un micro et il est capable de pouvoir les rencontrer de façon aisée. En plus, on joue sur une ambiguïté en transparence. Je le dis de façon très franche aujourd'hui. C'est qu'on ne dit jamais si oui ou non ce sont nos clients. C'est-à-dire qu'on laisse toujours planer le doute sans jamais dire oui ce sont nos clients ou non ce ne sont pas nos clients pour que les autres avocats aient aussi l'impression qu'on puisse potentiellement bosser avec tous ces grands noms. Donc idée business pour tous ceux qui nous regardent, c'est que toi, t'as pas fait le côté crescendo, je vais prendre des avocats de plus en plus stylés jusqu'à arriver au big boss. Toi, tu t'es dit, si j'ai le big boss, tous les autres, ils vont tomber facile. Mais ça marche que comme ça. C'est-à-dire que, je sais pas moi, imagine t'es Zidane. Je vais pas aller interviewer un mec de l'AS Tataouine, un autre mec de l'AS Nancy-Lorraine, un autre mec d'une autre équipe moins bien classée ou moins bien cotée que il y a des joueurs moins bien cotés que Zidane. Et tu vas avoir Zidane derrière, il va regarder quels vont être tes podcasts et il va dire bah en fait je crois que t'es pas au bon endroit, tu vois. Et il aura raison. C'est hyper intéressant. Et donc moi je prends l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait je prends un mec qui va venir me valider et qui peut assumer de façon publique de ne pas venir dans un podcast où il y a eu Jean-Michel Darrois qui est passé. Il va me dire non, j'ai pas envie de parler de moi, je suis pas égotique, je suis pas narcissique, etc. Les moi je, tous ceux qui m'ont dit ça, c'est ceux qui ont parlé le plus d'eux. Ok. Donc, tu fais ton podcast. Ce podcast, il te sert de tremplin pour Anomia. Donc, Anomia, ça va être ton bébé pendant 3-4 ans, à peu près. Pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans. Tout ça en 2 ans. Tout ce qu'on va dire après, là, tu l'as fait en 2 ans. Okay. Donc, tu pars de zéro. Tu commences par des petites formations pendant le Covid. Je me souviens, on discutait à ce moment-là. C'était pas encore 100% au point. Jusqu'à la vente. Tu peux nous raconter en quelques minutes ces 2 ans? Ouais, bien sûr. Donc, je me lance seul dans un premier temps. Donc, je fais des podcasts de janvier 2000. Enfin, je commence en janvier 2020 par des podcasts où j'interviewe vraiment les plus grands avocats de Paris, où je démultiplie le nombre de podcasts. En avril 2020, je crée la structure et je vais voir 3 personnes. Ambroise Collomb, qui était l'un des directeurs d'HEC. Un de mes camarades de promo. Un de ses camarades de promo, où je lui dis « Design-moi une ingénierie pédagogique pour réussir à vendre la formation des avocats ». Donc, il me fait 9 cases avec les thèmes de la formation. Et je vais voir 2 personnes pour pouvoir exécuter cette formation. Un mec qui s'appelle Mathias Abramovic et François Mazon, qui est avocat, mais surtout l'ancien directeur général de Capgemini et de Soprasteria. Et là, je leur dis, voilà, concrètement, si j'arrive à vendre 10 formations en 2 semaines, on lance cette formation, est-ce que vous en êtes? Ils me disent go et go. J'appelle des avocats, je vends 13 formations en 2 semaines à 1 500 € l'unité et j'ai mon premier business. T'es inconnu au bataillon? Non, personne ne me connaît. Le podcast. T'as le podcast. Ok, donc 13 formations à 1 500 €, bon, c'est sympa, mais toi, au lieu de dire c'est sympa, tu vois le fait qu'en fait, il y a un business en fait. Si t'en as vendu 13 en 2 semaines, c'est qu'en fait, il y en a des milliers qui t'attendent, quoi. Exactement. Et donc, petit à petit, tu te professionnalises.
Oui. Tu délivres cette première formation de 13, les retours sont bons. Ouais. Tu as du bouche à oreille, c'est une formation aussi enfin une profession où ça parle beaucoup et ils se connaissent et donc du coup tu as du bouche à oreille et tu passes d'une petite idée business en ligne Covid à je vais bosser sur ça pendant 2 ans et là tu ressens le besoin de t'associer. Exactement. Et donc là, j'avais un camarade de promo qui était déjà un ami, qui s'appelle Jérôme Uturi, qui habitait à 100 mètres de chez moi, à Paris. J'étais à côté de Porte de Clichy dans le 17e. Et en fait, il y avait un bar entre chez nous qui était un espèce de bar de pochetron qui s'appelle le 36. Où on est déjà allé, je crois. On est déjà allé. Et on se rejoignait tout le temps là pour parler de nos idées business, etc. Et lui, il avait une galère, c'est qu'il bossait sur la viande low carbone pendant le Covid. Et du coup, avec le Covid, tout s'est arrêté, c'était extrêmement compliqué. Et je lui avais déjà fait des appels du pied parce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement rigoureux, très sympathique. Il a de la suite dans les idées, extrêmement charismatique. Et je me suis dit, putain, mais ça peut matcher en fait. Nos deux personnalités peuvent fonctionner ensemble et ensemble on peut faire quelque chose de grand. Et on a des discussions pour qu'il puisse venir. Il accepte finalement de venir après que je l'ai pas supplié, mais en tout cas j'ai beaucoup insisté. Et en juillet 2020, il commence avec moi et il s'associe en octobre ou en novembre 2020. Et on commence à 2, on prend ensuite un premier stagiaire en janvier 2021, on prend nos 2 premiers CDI en 2021, on reprend 2 CDI en septembre 2021, on reprend des CDI en janvier 2022, et ainsi de suite. Donc toi, tu as 27 ans, ouais, un peu plus, j'ai 27 ans en janvier 2022. Tu as 8 à 10 salariés avec toi, quoi. Ouais, exactement, avec Jérôme. Et avec Jérôme, bien sûr. Jérôme et moi, on a 8-10 salariés. Et Jérôme, je savais qu'il voulait pas passer sa vie avec les avocats. C'est-à-dire qu'il les aimait bien, il passait du bon temps, mais il n'avait pas cette notion d'amour et de haine comme ce que je peux avoir avec la profession d'avocat, ou en tout cas cette relation égotique avec la profession d'avocat. Et il me dit, moi, tu sais, Val, je veux pas faire ça toute ma vie. Donc au bout d'un moment, il va falloir aussi qu'on puisse penser à la sortie. Et je lui dis, écoute, je suis d'accord avec toi, je comprends très très bien. Laisse-moi essayer quelque chose. Je vais sur le marché, je vais sonder ce qui peut se passer et qui pourrait demain nous racheter. Parce qu'à l'époque, on fait de la formation business, du coaching business et des missions de conseil à destination des cabinets, ce qui sont quand même 3 activités différentes. On a aussi un média qu'on monétise pas, qui nous sert de moyen d'acquisition et de moyen de notoriété, mais qu'on monétise pas. Donc il faut bien qu'on trouve quelle va être l'activité qui va pouvoir être la plus pertinente pour nous et quelle est l'activité qui va être achetable. Si j'essaie de résumer, si ton acquéreur c'est un média, tu vas plutôt lui donner des KPI médias et donc tu vas booster les pages vues et la monétisation. Si c'est un organisme de formation, tu vas plutôt aller logiciel, etc. Donc en gros, à ce moment-là, tu as besoin de savoir qui est ton acquéreur type pour pouvoir lui donner 6 mois, 1 an après, les KPI qu'il a envie d'entendre. Exactement. Qui ne sont pas les mêmes selon son profil. C'est tout à fait ça. Et la deuxième chose qui est très très importante aussi, c'est qu'il faut aller sur les mêmes indicateurs bilanciels que la boîte qui va être achetée. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux être acheté par un cabinet de conseil qui met en place un taux journalier moyen, donc la façon dont il facture ses consultants à hauteur de 2 000 euros, qu'il arrive à avoir un taux d'occupation de ses consultants chez le client à hauteur de 80%, dans l'idéal, il faut se caler dessus au maximum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où tes indicateurs de performance sont assez similaires, l'intégration est beaucoup plus simple. Et c'est extrêmement rassurant pour l'acquéreur parce qu'il sait en réalité comment est-ce qu'il va pouvoir l'intégrer et comment ça va pouvoir fonctionner. Ça aussi, c'est hyper intéressant parce que c'est assez contre-intuitif. On aurait pu avoir tendance à se dire, il y a 3 types d'acquéreurs, on va essayer de plaire à tout le monde et 3 types d'acquéreurs égale 3 fois plus de chances d'être vendus. Toi, assez vite, tu comprends que 3 types d'acquéreurs, c'est pas bon, il faut un type d'acquéreur. Et comment, du coup, tu trouves ton Mais ce que chemin. tu dis est très juste et très vrai pour tout. C'est-à-dire que même par rapport à la cible, on a des notaires qui nous ont demandé de les accompagner, des experts comptables, beaucoup d'autres entreprises. Nous, on a toujours choisi de ne travailler qu'avec les avocats. C'est toujours à partir du moment où, en gros, tu as une cible, tu deviens le plus fort de ta cible. Et c'est ça l'objectif. C'est pas de se diversifier, c'est de se dire il y a plein de gens qui peuvent m'acheter, il y a plein de gens qui pourraient avoir recours à mes services, etc. Tu resserres pour être le plus pertinent possible, le plus fort possible. Fais attention parce que là tu montes une boîte en ce moment où, si j'ai bien compris, c'est un peu... Bon bref, on y vient après. On y vient après, mais tu verras la logique. Ok, je verrai la logique. Mais du coup, donc... Comment tu passes de cette phase de Jérôme qui commence à te faire comprendre que dans 1 an, ce serait bien d'être parti, à on va signer un deal de vente. Je crois que l'histoire, elle est assez sympa. En plus. L'histoire, elle est assez marrante, c'est qu'on est en
mai 2022. Et je dis à Jérôme, ok, qui peut potentiellement nous racheter? Donc on fait une liste de 4 secteurs qui peuvent nous racheter. Et je me souviens qu'on était en désaccord sur un. Moi je pensais que les cabinets style audit, Big Four, etc. ils pourraient nous racheter. Jérôme il pensait que c'était pas le cas. On l'a jamais vérifié parce qu'on n'est jamais jusqu'au bout. Mais il y avait les boîtes de médias, les boîtes de logiciels, les boîtes de conseil traditionnelles qui voudraient s'offrir une branche cabinet d'avocats. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que je rencontre des patrons d'entreprise de ce secteur d'activité. Et je leur explique que nous, on n'est pas vendeurs. Mais avant le 31 décembre de cette même année, on veut choisir la trajectoire qu'on va suivre. Pour justement pouvoir décrire ce que tu as défini. Exactement. Et que voilà ce qu'on fait, voilà où on en est, voilà ce qui se passe, etc. Et là, il y a 2 commerciaux d'une boîte qui s'appelle Xelia qui viennent au bureau. Et donc, je leur explique. Et ils me disent, mais ok, mais si nous, on voulait t'acheter maintenant. Je dis, toi, t'es commercial, tu vas pas m'acheter. Il me dit, oui, mais si je disais ça à mon boss et que mon boss t'appelait pour t'acheter. Je dis, mais tu sais, avec des si, on refait le monde. Donc, si ton boss m'appelle, on verra et on en discutera. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Et je t'ai expliqué. Et je suis pas vendeur. Donc, de toute façon, la question se pose pas. Je suis pas pas vendeur. Ils repartent, etc. Moi, j'oublie cet échange. Et je suis rappelé en juin par le boss, donc Cyril Boucher, patron et CEO de Xelia, et qui me dit il faut qu'on se rencontre. Donc on se rencontre à Paris. Jérôme est dans le sud de la France chez les parents de sa compagne, et donc il vient me voir au bureau et il me demande de lui parler de notre business, de ce qu'on va faire, de pourquoi est-ce qu'on veut choisir une trajectoire, etc. Donc je lui explique. Et à la fin de l'entretien, il me dit non mais t'as pas compris, moi je suis là pour te racheter maintenant. J'attends pas le 31-12, tes indicateurs. Exactement, tout à fait. Et il me dit, je dis, mais très bien, mais moi je suis pas vendeur. Parce qu'en fait, si tu regardes mes chiffres aujourd'hui, le seul indicateur clé et pertinent, c'est la croissance. Donc on avait la chance, enfin plutôt le travail, pour dire qu'on avait des indicateurs de croissance à 3 chiffres, un pourcentage de croissance à 3 chiffres depuis 3 ans. Mais si tu regardes les l'EBITDA, il n'y en a pas, parce qu'en fait, on réinvestit tout. Si tu regardes le taux d'occupation de nos consultants, en fait, ils ne sont pas consultants dédiés vers l'extérieur uniquement. Ils font aussi du travail en interne, donc ils ont des taux d'occupation qui ne sont pas ceux du marché. Pour parler clair, tu penses que tu vendras plus cher dans un an parce que tu auras leveragé tout ce que tu as mis en place. Mais bien sûr. Donc toi, ton intérêt, c'est comme si tu sais que le quartier va monter, tu n'as pas intérêt à vendre ton appart. Et un gars, il vient, il insiste, il dit, moi, c'est maintenant. Donc j'imagine, au bout d'un moment, tu tends l'oreille quand même. Non, je tends pas l'oreille. Je lui montre que je suis pas intéressé. Okay. Parce qu'en fait, ça, c'est la meilleure astuce. Ça éveille pas un côté, vas-y, combien, juste pour savoir, dis-moi combien. Mais bien sûr que ça l'éveille en toi, mais en fait, il faut pas le laisser transparaître. Si tu le laisses transparaître, t'es fini. Donc là, tu tiens ta ligne. Je ne suis pas vendeur. Je ne suis pas vendeur. Et il me dit, non, mais accepte un rendez-vous avec mon frère. Je dis, écoute, j'en parle à mon associé. On peut éventuellement accepter un rendez-vous avec ton frère pour discuter. Mais quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas vendeurs. Okay. Donc, il s'en va. C'est quelqu'un de plus d'extrêmement sympathique, d'extrêmement brillant. Enfin, quand tu passes 1 heure avec lui, t'as appris 10 000 choses. Enfin, c'est incroyable. Et j'appelle Jérôme. Je dis, putain, il y a un mec qui veut nous racheter. C'est incroyable et tout. C'est un truc de dingue. Et Jérôme me dit, ok, Val, t'emballes pas. Chaque fois, tu t'emballes sur des trucs, ça se passe jamais. Ou en tout cas, ça se passe pas comme ça. T'as juste un mec qui est sorti de ton bureau, qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui t'a dit qu'il voulait te racheter. T'as pas un doc, t'as pas une lettre, t'as pas un prix. Et même si c'était le cas, la vente n'était pas faite. Donc, calme-toi, garde les pieds sur terre. Et Jérôme, il avait cette capacité incroyable qui m'énervait au plus haut point quand je le subissais. C'était on pouvait se parler, j'étais ultra enjoué et lui était très pragmatique. Et en fait, je comprends ce qu'il faisait, c'est que, un, il me disait, t'emballe pas, il peut tout arriver à n'importe quel moment. Et 2, tu peux pas sauter de joie pour tout et n'importe quoi. On sait même pas si ça va pouvoir se passer ou pas se passer. Donc, garde les pieds sur terre, reste concentré et on verra ce que ça va donner. Donc, le gars, il ressort de ton bureau. Est-ce que tu vois son frère finalement ? On voit son frère 2 jours après avec Jérôme en visioconférence où ils réitèrent leur volonté de pouvoir acheter notre boîte. On réitère notre volonté de ne pas vendre. Ok. Donc là, on se rappelle avec Jérôme, il me dit « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, il y a un truc. » Ils sont quand même chauds, etc. Et le vendredi, à 15h, je reçois un appel de Jérôme. Il me dit « On a reçu une lettre d'intention, donc une LOI. Ouais. » Et donc ça, c'est une entreprise ou des dirigeants qui t'envoient une lettre en te disant « On veut racheter ta boîte pour tel montant, voilà ce qu'on veut en faire, voilà où est-ce qu'on veut aller, voilà quelles sont les premières bases de conditions avant qu'il y ait un contrat qui soit signé. » Ok. Et on reçoit ce truc-là.
Donc, il y a un montant qui est affiché, il y a des objectifs qui sont affichés, il y a un salaire qui va nous être payé, qui est Parce qu'ils affiché. te gardent. En fait, l'idée, c'est qu'ils te rachètent, sauf que la force de la boîte, c'est vous aussi. Exactement. Et donc, du coup, ça a plus de sens de racheter et de vous salarier derrière. Exactement. De toute façon, sur toutes les boîtes de services ou toutes les boîtes de conseil, tu as toujours les fondateurs qui sont pris avec la boîte dans un premier temps pour Ok. pouvoir opérer une forme de transition, une forme de transmission et réussir à avancer. Donc là, on est vendredi. La lettre, elle commence à te faire évoluer ton mindset. On n'est pas vendeur, mais Non, quand même. La lettre, elle me fait pas évoluer mon mindset. Déjà, la lettre, elle me flatte de dingue parce que c'est la première fois que je reçois une lettre pour m'acheter une de mes boîtes. Mhm. Donc, je suis vraiment comme un gamin. Quand on regarde le montant avec Jérôme, on n'est pas vendeur à ce prix-là. Donc concrètement, on s'enflamme pas parce qu'en fait, le prix ne nous convient pas. Donc là, Jérôme m'appelle et il me dit un truc qui est super smart. Il me dit, écoute, donne-moi les 3 critères sur lesquels tu es vendeur. Donc j'écris mes critères, on se donne nos critères, on a les mêmes critères. Le prix, c'est au minimum le double de ce qui nous a été Ok. proposé. Le salaire, c'est 70% de plus que ce qui nous Ok. a été proposé. Et on avait des objectifs par rapport à la boîte qui étaient la liberté, la capacité et l'autonomie de continuer à gérer et la conservation de la globalité de nos salariés, etc. Ok. Donc ça, d'ailleurs, il ne le remettait pas en cause. Dessus, Mais donc, ni tu la commences liberté, petit à petit à dire, bon, ok, je commence à être vendeur, mais je mets mes conditions. Donc déjà, En fait, on a toujours été ouais, vendeur, ok, si tu veux. d'accord. Moi, Le si discours tu- était pas fidèle à ce que tu Exactement. pensais. Moi, Ok. tu disais, Anomia, c'était ton bébé, etc. Moi, j'ai pas de bébé qui est une personne morale. J'aime que les gens. Moi, j'aime que les personnes physiques. Ok. Tu vois, toi, je t'aime bien. Ta boîte, si demain tu la vends ou si t'en fais un truc, je C'est m'en pas ton fous. problème. Ouais. Exactement. C'est pas ça. C'est que C'est assez sain parce que du coup, ça te permet de prendre du recul par rapport à tout ce qui est business, quoi. Mais exactement. C'est juste une création intellectuelle, une entreprise. Ok. Donc, tu vois, genre- le gars, il te formalise son offre. Ouais. Donc là, Jérôme me dit, bon, bah, du coup, au vu des conditions, on refuse. ok. Donc, tu refuses. J'appelle Cyril et je lui dis, écoute Cyril, c'est très sympa, franchement je suis très touché. Par contre, moi là, je peux pas, t'es pas du tout au montant, t'es pas du tout aux conditions, etc. Mais je comprends bien, parce qu'en fait, t'as nos chiffres, etc. Mmh. Et nous, on a une croissance à 3 chiffres, du coup, tu te bases pas exclusivement là-dessus, tu te bases aussi sur notre niveau de rentabilité, etc. Mais en fait, moi, je viens te revoir dans 2 ans et je te vends la boîte 15 fois le montant que tu as affiché ici. Donc, en fait, attends un peu. En attendant, on peut faire un webinar ensemble et on verra bien ce qui va pouvoir se passer. Et il me dit non, mais attends, donne-moi un prix. Ça, je dis écoute, je vais pas te donner un prix. Il y a trop d'écart, en fait. Exactement, l'écart est trop grand. J'ai pas envie que tu te sentes insulté Voilà. ou que ça aille pas. Il me dit Ça vraiment, arrive donne-moi un quand prix. l'offre, elle est trop éloignée. Tu peux avoir... Tu préfères arrêter la discussion que vexer le gars ou Ou qu'il puisse se dire, moi, j'avais peur qu'ils se disent, mais attends, ton petit Bernard, il se prend pour qui, tu Ouais, vois. c'est ça. Ok. Il y a une petite boîte de merde, et là, il me demande X millions d'euros pour pouvoir racheter sa boîte. Enfin, il n'a pas la tête sur les épaules. Mhm. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie qu'il puisse se dire que j'avais Mhm. pas la tête sur les épaules. Et il insiste, et finalement, je lui donne. Mais je suis super gêné quand je lui donne. Mhm. Il me dit, ok, bah, c'est vrai que ça fait un gros montant, je vais pas pouvoir prendre la décision seul, il va falloir que je puisse réunir mes associés et mes investisseurs pour pouvoir voir ce qu'on fait. Et je lui dis, mais écoute, non, mais c'est beaucoup trop, etc. Je suis même coupable, si tu veux, quand ça passe comme ça. Bref, je pars du bureau, il est 18h, on est vendredi, il est 17h, on est vendredi, je vais jouer au volley avec des copains, donc on se pose au parc Martin Luther King dans le 17e arrondissement de Paris, on prend des bières, on va faire un volley, et là, j'entends mon téléphone qui sonne. Vraiment, c'est un scandale. Enfin, ça n'arrive jamais. Tu vois, c'est soit t'as quelqu'un qui est mort dans ta famille, Mhm. soit t'as. Et toi, tu continues de jouer au volley, quoi. Bah non, au bout d'un moment, tu sais, j'y vais, mais je dis, bon, attendez, les gars, je sais pas ce qui se passe, Ouais. j'ai un problème. Donc, je vais décrocher. C'était Jérôme, il me dit, ouvre tes mails. Et on reçoit notre deuxième LEI où il valide la globalité des conditions que j'avais Il faites. t'a doublé le prix en 2 jours, quoi. Exactement. Donc là, premier réflexe, c'est que donc, déjà super content. J'appelle Jacob, à bout, donc mon mentor, et je lui dis, bah, en fait, voilà, il m'avait fait une offre à tel montant, il m'a refait une offre à tel montant, il me dit signer. Il me dit, quelqu'un qui te veut comme ça, c'est qu'il a vraiment envie de travailler avec toi. Ça veut dire que les relations que vous allez avoir ensemble, elles vont être incroyables. Vous allez pouvoir avancer dans la même direction. Vous allez pouvoir mutuellement vous apporter. Vent, je suis trop fier de toi. Ok. Sans... Parce qu'à la base, je voulais être plus gourmand, tu vois. Mais Ouais, je me ouais. suis dit, putain, mais. Toi, tu t'es dit, s'il a doublé en 2 jours, c'est qu'en fait, peut-être il en a sous le pied encore. Enfin, Mais c'est- il a pas doublé en 2 jours, il a doublé en une journée. C'est-à-dire qu'à 15h, le Ah même ouais. jour, on avait reçu l'offre. Et à 18h, Ah, c'est le ou même 18h30, vendredi, on avait ok, ok. reçu la même Ah offre. ouais, incroyable. L'offre doublée. Donc,
c'est légitime de se dire peut-être qu'il en a encore sous le pied, et peut-être qu'on peut encore aller c'est gratter. trop tard, parce que mais moi, je lui ai après, donné mon prix. C'est ça, ok. Je suis baisé. Donc, tu consultes Jacob et finalement, tu acceptes. Exactement. Ok. Et finalement, avec Jérôme, on accepte, on décide d'accepter ensemble. Donc là, suit une phase. Vous très êtes pour compliquée. l'instant à 50-50 avec Jérôme ou On est à enfin, 50-50. Ok. Il n'y a pas d'investisseur extérieur. Zéro investisseur extérieur, zéro début bancaire, Ok. zéro compte courant, zéro apport personnel. Donc, ça veut dire concrètement, le chèque, on parle de combien C'est cash. On parle entre plusieurs millions. Entre 2 et 10. 2 et 10. Ok. Ça veut dire que concrètement, le montant qui est écrit, tu le divises par 2 et c'est tout. Il n'y a pas d'aide fournisseur, il n'y a T'as quand rien. même l'État français qui Après, passe. t'as l'État, bien sûr, mais je veux dire par là que c'est vous deux qui prenez la décision et c'est vous deux. Exactement. Ok. Et personne d'autre. Et vous êtes alignés parce qu'on peut avoir des désalignements à ce moment-là de non, moi je veux pas vendre maintenant, etc. Vous êtes full alignés. On est full aligné. Je crois que la vente se fait très vite. La vente, elle se fait. Donc, ça, on reçoit ça, je crois, le 29 juin. La société a été vendue le 22 septembre. Ouais, c'est ce qui est méga rapide. Ce qui est vraiment un sprint. Mais en fait, c'est un sprint parce que ça commence pas comme ça à la base. Ils commencent à nous mettre, ce qui est normal, c'est un groupe qui fait 300 salariés, plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent, etc. Donc c'est un truc qui est beaucoup plus gros que nous. Et là, ils nous commencent à nous mettre entre les mains les services financiers, le DAF. Il y a Rothschild sur l'opération qui s'intéresse pas à nous parce qu'on est beaucoup trop petits. Mais en fait, ils faisaient des plus grosses acquisitions en simultané. Ils étaient audités en simultané. Donc, il y a 2-3 mecs de Rothschild qui ont passé les mains dans nos comptes, etc. Et là, ils commencent à nous demander des listes de docs Que t'as pas, évidemment, et qui te font perdre du temps. Et qu'il faut que tu crées. Ouais. Donc, il y en a qu'on crée, etc. Mais par contre, moi, j'appelle Cyril, je lui dis, écoute, je veux pas travailler avec le DAF, c'est trop le bordel, etc. Nous, en fait, on est 2 fondateurs. On tire encore notre boîte aujourd'hui. Donc, si moi, je passe 6 mois à négocier avec toi, bah, en fait, déjà, mon chiffre d'affaires, il va se casser la gueule. Mes salariés vont potentiellement se barrer. Si t'achètes pas derrière, nous, en fait, on met la clé sous la porte. Parce que t'as 2 actifs qui sont les actifs les plus forts de cette entreprise, sans manquer de respect à aucun de mes salariés, en tout cas les plus investis et ceux qui travaillent le plus. Si jamais on travaille que pour la vente de la boîte, en fait, on sait pas ce qui va se passer. Donc, en fait, on te laisse jusqu'au 30 septembre. Si au 30 septembre, la vente, elle est pas faite, nous, on retourne à nos affaires et il n'y a pas de vente. Et il me dit, OK. Et il a joué le jeu. Okay. Et on a bossé comme des dingues en août. Surtout Jérôme sur la récupération de doc, les BP, etc. Oui, c'est... Donc, on est le 15 juin, tu sais pas que tu vas vendre, tu es dans une optique de trouver une orientation. Ouais. Le 30 septembre, tu as vendu, tu es maintenant salarié. Exactement. Donc, tu es salarié d'un nouveau grand groupe et tu continues en fait au quotidien de piloter ta boîte. Exactement. Donc, tu pilotes ta boîte, etc. Et est-ce que c'est là ou pas, tu vas nous le dire, mais que du coup, tu te rends compte que bon, le salariat, ça a beaucoup d'avantages, mais c'est pas fait pour toi. Ouais, en fait, ça se passe pas direct. C'est-à-dire que le 22 septembre, ils nous rachètent. Le 26 septembre, on devient salarié chez eux. Là, on a un enjeu, c'est que eux sont sous opération financière. Donc, ils ont bénéficié d'une opération de private equity. Et dans la valorisation de leur entreprise, dans la valeur de leur boîte, la seule chose qui est prise en compte, c'est le revenu récurrent. Donc, ce qu'on appelle en anglais le MRR, Mensual Recurrent Revenue. Et en français, le ARR. Ouais. Exactement. Et notre objectif, du coup, c'est de faire en sorte que notre business à nous, il passe aussi en récurrent. Donc, moi, je m'attelle de 1er octobre au 31 janvier, au 30 janvier, de transformer notre revenu one-shot en revenu récurrent. Okay. Donc, à la base, tu as un avocat qui fait appel à toi, il prend des formations, 3 000 euros, 15 jours et des séminaires et puis ciao. Ouais. Là, maintenant, ton objectif, c'est de te positionner en mensuel. Exactement. Pour du pilotage all time, quoi. Pour l'accompagner, dans son développement et dans sa structuration, dans son changement de pratique, pour le change, etc. Donc pour toi, c'est un challenge de ouf parce que tu pivotes en fait quasiment. C'est un pivot complet. Ouais. Et on arrive le 30 janvier à avoir à peu près déjà 38 000 ou 39 000 de MRR. Donc, c'est vraiment... Enfin, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais pour une boîte qui est en one-shot, qui fait que du conseil, de la formation en achat unique et du coaching, c'est vraiment un gap très, très important par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, vraiment, on met tous, l'équipe d'Anomia, un gros effort pour que ça puisse avancer. Et là, c'est les emmerdes qui commencent à arriver. C'est qu'en fait, on a gagné avec Jérôme beaucoup d'argent. On a transformé le modèle et nos objectifs en termes de complément de prix pour toucher notre... Donc, quand on fait une vente d'entreprise, on a généralement des compléments de prix. Moi, j'en ai 2. 70 et 30 en gros. Ouais, ça dépend des fois. Nous, on avait une bonne vente directe. Donc, on a eu 70% de la vente qui nous a été donnée le jour de la signature. Et généralement, tu as
je sais pas, 10% l'année d'après et 20% l'année En gros, pour encore expliquer, mais pour s'assurer que le fondateur il va continuer à être investi, etc. C'est humain, si on touche 100%, bah forcément on se désinvestit un peu. Si on a la petite carotte des 10%, 10%, 10%, ça acte le fait que tu vas être actif pendant 3 ans à fond, quoi. Donc tu as des objectifs à réaliser. Exactement. Et en fait, nous, nos objectifs sur la première année, je suis sous NDA, donc je vais vous donner un ordre d'idée. C'est de faire entre 40 000 et 60 000, donc ça, je ne trahis aucun secret, euros de revenus récurrents Donc mensuels. t'es pas loin, là. Tu as parlé de 38 000. Là. On est à 38 000 au 30 janvier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jusqu'au 31 décembre pour pouvoir faire un gap de... 15 000, quoi. Ouais, même pas. Donc, je suis là en mode putain, mais en fait, je vais me faire chier. On a atteint nos objectifs, donc oui, je vais œuvrer pour la boîte, je vais bosser pour la boîte, je travaille pas simplement pour remplir mes objectifs. Mais si tu veux, mes objectifs, ils sont mal calibrés. Donc en fait, le gain potentiel que je vais pouvoir avoir derrière, il m'intéresse plus. Et en fait, entre-temps, je m'étais rendu compte que ce qui me drivait, c'était pas l'argent. Alors que j'ai toujours cru que j'étais drivé par l'argent. Et donc là, je rentre, et Jérôme rentre en même temps que moi, ou un tout petit peu après moi, dans une phase terrible, qu'à mon avis connaissent beaucoup d'entrepreneurs, mais dont on ne parle pas. C'est la perte absolue de but, la perte absolue d'objectif, la perte absolue de sens, l'incompréhension totale de ce qui est en train de se passer dans nos vies. On n'a plus envie d'aller travailler. Cette entreprise qu'on avait créée nous dégoûte, ou en tout cas ne nous intéresse plus. Les choses ont changé et elles ne nous plaisent pas. On n'a plus besoin d'argent parce qu'on en a gagné énormément et en même temps on est très très bien payé. Mais on est bloqué. On peut dire que c'est une forme de dépression, même si c'est pas... une forme de dépression absolue. Enfin, okay. On était tous les deux en dépression. D'ailleurs, enfin, je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, on dit souvent que le corps est lié au physique. Moi, je me suis quand même tapé une semaine d'arrêt de travail, ce qui m'était jamais arrivé. Ouais, c'est ça, c'est pas le genre. Où j'ai dormi entre 16 et 17 heures par jour et j'ai dû appeler un cardiologue parce que j'avais des palpitations cardiaques très très importantes. Okay. Je pense qu'on a aussi payé l'intensité de travail qu'on a eu pendant 2 ans. Donc concrètement, tu as un peu le sentiment d'avoir fini le jeu, ça te passionne plus, mais d'un autre côté, même si t'es pas drivé par l'argent, tu as quand même tes 30% qui t'attendent et c'est quand même un gros montant. Ouais. Et donc là, se pose la question, et je me souviens qu'on en avait parlé à ce moment-là, se pose la question de si je pars, je renonce noir sur blanc à un gros chèque parce que je sais que les objectifs, je vais les atteindre. Exactement. C'est ça qui est frustrant dans ta position. Mais exactement. Mais aussi, ce qui est frustrant, et c'est ça le plus frustrant avant l'argent, c'est qu'il y a quelqu'un avec qui tu as tapé dans la main, avec qui tu t'es dit ensemble, on va faire plus grand que ce qu'on a déjà fait chacun de notre côté, on va réussir. Et moi, le plus important pour moi, c'était la confiance que j'avais avec le patron de l'autre boîte. Tu veux pas le décevoir. Exactement. Moi, mon driver, c'était ça. C'était rendre fier la personne qui m'a acheté et qui m'a fait confiance. Faire en sorte qu'ensemble, on aille encore plus loin. Faire en sorte de pouvoir changer de façon importante le groupe qu'il a et d'apporter, à mon humble niveau, ma pierre à son édifice. C'était ça le plus dur pour moi. Ouais, c'est le côté où t'as signé quelque chose auquel tu croyais. Pour être clair, il n'y avait pas d'entourloupe. Au moment où t'as signé, tu croyais vraiment à ce projet des 3 ans. C'est une fois que ça a été signé que tu t'es rendu compte que en fait ça t'allait plus, même physiquement et mentalement, t'étais plus dedans. Exactement. Quoi. Mais en fait, il n'y avait pas de projet de 2 ans ou 3 ans. En fait, t'avais un complément de prix sur 2 ans après la session. Mais en fait, derrière, je pense que l'objectif de Cyril, c'était qu'on puisse, mais j'en suis convaincu, je le sais d'ailleurs, c'était qu'on puisse s'intégrer dans la politique du groupe de façon continue. Donc en fait, c'était très long terme. Exactement. Et donc finalement, tu te retrouves à avoir ce dilemme de 1, ne pas trahir, enfin la parole. Exactement. 2, t'as quand même un gros chèque qui t'attend avec des objectifs. 3, t'as une réputation, t'as pas envie qu'on dise Valentin, il a quitté le bateau, tout ça. Et parallèlement à ça, t'as quand même ton équilibre et ton bonheur perso dont tu as l'intime conviction que ça passe par remonter une boîte. En fait, c'est ça qui te fait triper, quoi. Exactement. Mais en fait, à cette époque-là, je crois que c'est ce qui me fait triper, mais je suis tellement dans le dur et tellement dans le mal qu'en fait, ça vient même pas. J'en ai même plus envie. Donc, tu décides de faire un break. Exactement. Et donc là, je vais voir avec Jérôme, parce que Jérôme est dans le même état. Et je pense que Jérôme était quand même en meilleure forme que ce que j'étais. Mais je vais voir mes boss en juin 2023 et je leur annonce qu'on va partir et qu'il faut opérer la transition, qu'on est là pour le faire, etc. Normalement, on a 3 mois de préavis. Là, on vient les voir 6 mois avant notre départ. Et donc, on a une discussion avec eux. Ils sont plutôt tristes.
pas en colère, peut-être un peu blessé, mais pas en colère. Et en fait, ils se disent, OK, bon, on va avancer ensemble pour pouvoir voir ce qu'on peut faire et comment on peut gérer ça. Classe quand même comme réaction. Mais ils sont très forts. En fait, Cyril Boucher est un chef d'entreprise incroyable. Ok. C'est un mec qui est pragmatique, il met pas d'ego dans ses relations. C'est quelqu'un qui prend du recul, il est capable d'entendre ce que tu lui dis, il est capable d'écouter, d'analyser, il est très très fort. Donc là, tu passes en mode transition, transmission. Exactement. Donc là, on transmet un maximum. Et au 31 décembre 2023, on quitte nos fonctions chez Exelia avec Jérôme. Et moi, le 4 janvier 2024, je prends un vol pour Rio de Janeiro. Et je pars pendant 4 mois faire le tour d'Amérique du Sud avec ma compagne. Pour ce qui restera dans l'histoire comme les vacances les plus chères de l'histoire, puisqu'elles t'ont coûté tes paiements successifs auxquels tu as renoncé. Ouais. Et tu avais besoin de cette bouffée Alors, d'oxygène. j'ai quand même eu le premier complément de prix. D'accord, ok. Mais avec Jérôme, on a laissé 1 100 000 ou 1 200 000 sur la table. Ah oui. Ouais. Mais c'est pas. En fait, c'est pas Non, grave. mais je comprends, mais quand même. C'est mais- pour prendre conscience. Ok, j'avais pas en tête que c'était autant. Mais, Ok. mais parce qu'en fait, si tu veux, l'argent, c'est pas important. En fait, l'argent, c'est important, mais je sais pas comment dire, c'est pas un moteur. Ouais, En non, fait, je et vais pas me d'autant que tu avais buter des pendant alertes. 1 an à être un poids pour l'entreprise qui me garde, etc., pour tenter d'aller chercher mon million. Ok. Tu vois, Donc, ça a non, de mais sens. pas beaucoup de gens feraient ça. C'est-à-dire que si tu sais que tu as 1 million qui t'attend, tu as juste à faire business as usual, les metrics, de toute façon, tu vas les atteindre. Bon, pas tout le monde serait capable de dire je vais, donc du coup, tour d'Amérique du Sud, c'est ça? Ou Donc, le tour d'Amérique du Sud, que ouais, Brésil? Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Colombie, et on a fini à New York. Et tu es avec ta compagne à ce Ouais. moment-là. Elle aussi, elle est en pause professionnelle. Enfin, en tout cas, tour d'Amérique. Et pendant ce tour d'Amérique, tu te remets les idées en place et tu reviens encore plus fort. Exactement, c'est tout à fait ça. Je fais beaucoup de randonnées, beaucoup de sport, je perds 13 kilos, je me recentre un petit peu, je perds toute notion de temps, ce qui est assez incroyable, où j'oublie quel jour on est, quelle heure il est, etc. Et je me remets en phase. Je reviens à Paris le 4 mai 2024. Le 12 mai 2024, j'ai mon premier déj d'affaires avec la présidente directrice générale du groupe Lefebvre Dalloz, pour qui je commence à bosser en presta. Conseil, quoi, bras droit. Ouais, exactement. Je continue à bosser pour eux, je les mets en phase, je les mets en relation avec des partenaires stratégiques avec lesquels ils peuvent bosser, et je les accompagne sur la transformation de certains aspects de leurs activités. Et je monte une boîte avec mon petit frère qui va s'appeler Libéral Conseil, donc un cabinet de conseil à destination des professionnels libéraux, pour réussir à transformer les professionnels libéraux en chefs d'entreprise. Donc concrètement, le même concept que ce que j'ai fait avec Anomia, mais sur d'autres professionnels, les professionnels du droit, du chiffre, de l'immobilier et de la santé. Alors que tu nous expliquais exactement tout à l'heure qu'il fallait surtout pas décloisonner, qu'il faut être les meilleurs, etc. Exactement. C'est pour ça que je te charriais tout Mais à l'heure. t'as bien raison. En fait, on a commencé en se disant, OK, on va prendre une petite colline, qui est quand même une colline correcte, c'est la profession d'avocat. En France, il y a 74 000 avocats. Les avocats avec lesquels on peut travailler, c'est concrètement 10 000 personnes. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de se payer nos services. Donc, il faut qu'on puisse être sur le sommet de cette petite colline. Mais une fois que tu as gravi ta colline, bah, en fait, l'enjeu, c'est de pouvoir aller vers une colline qui soit plus haute, soit vers une chaîne de montagnes, en redéfinissant finalement le scope de ta montagne. Non, mais c'est logique. Non, mais Donc moi, ma target, c'est pas toutes les entreprises, c'est les professionnels libéraux réglementés. Le constat de base qui était que l'avocat a une formation juridique et n'a aucune formation business, tu peux le copier-coller à d'autres. Le notaire, c'est la même chose. L'agent immobilier, c'est la même chose. Enfin, en fait, c'est quasiment déclinable à l'infini. Donc là, tu as simplement décidé d'élargir un peu ton scope, mais de réappliquer ce que tu as déjà fait. C'est convaincre des gens qui ne sont pas business de devenir business. Exactement. Et convaincre que payer aujourd'hui, c'est bon pour leur business pour demain. Mais c'est complètement transformer leur activité et les changer. Exactement. Donc concrètement là, c'est pour maintenant. Ouais. C'est en ce moment. Ça a commencé. T'es avec ton frère. Oui. T'as pas peur du business en famille, tout ça? Si, j'en ai peur, mais c'est ce qui m'excite le plus. Je pense que ça a été aussi un des facteurs qui fait que je retourne dans la création d'entreprise et que je suis pas passé au rachat. C'est que mon petit frère travaille dans un cabinet de conseil en stratégie et en transformation digitale qui s'appelle Cartelis. Il bosse très bien au sein de ce cabinet. Il était très heureux, mais il m'a dit qu'il voulait monter sa boîte. Donc c'était l'occasion, quoi. Exactement. Et c'était vraiment la bonne occasion de pouvoir le faire. Ok. Je déteste être seul. En fait, monter des business seul et faire de l'argent tout seul, ça m'intéresse pas. Là, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire avec mon frère. Et je sais que ça me rajoute de l'adrénaline, parce que je cherche beaucoup d'adrénaline. C'est que j'ai pas le droit de me planter.
Si je monte ça avec mon frère et que je l'embarque avec moi, la seule T'es le grand frère dans l'histoire. Hein. Bien sûr. Ouais, okay. La seule alternative, c'est la réussite ou la surréussite. Okay. Mais l'échec ne peut pas faire partie. Donc concrètement, t'as eu un parcours de ouf. On arrive un peu à la fin, un peu, même si t'es jeune, mais on va dire à l'heure du bilan. Qu'est-ce que t'aurais aimé entendre quand le jour où t'as reçu ton courrier que tu pouvais pas passer le CRFPA? Qu'est-ce que t'aurais aimé entendre comme conseil, comme message de vie que tu as appris maintenant et que tu aimerais donner à ceux qui nous regardent? Un truc qui est magnifique, qui m'a aussi été donné par Jacob Abou. Il avait une phrase qui disait « Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît déjà, tu ne risquerais de ne pas te perdre. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît déjà, tu risquerais de ne pas te perdre. » Autrement dit, t'as toujours cru que t'allais être avocat, mais ton chemin, personne ne le connaît. S'il y avait un mec qui le connaissait, il faudrait surtout pas lui demander parce qu'il aurait nécessairement tort. Parce que dans la vie, il y a des rebonds, il y a des difficultés, il y a des phases de vie incroyables, il y a des réussites magnifiques. Comme ce que j'ai vécu, t'as des périodes à vide où tu sais pas si oui ou non, un jour, tu vas avoir encore envie de sourire. Tu sais pas si oui ou non, tu vas vouloir remonter des boîtes. Tu sais pas si oui ou non, tu vas pouvoir faire autre chose. Et en fait, il faut attendre que ça passe. Et comment tu vas éviter ça? Je te souhaite que ta prochaine boîte, elle marche. Tu vas me dire juste après ce qu'on peut te souhaiter pour terminer. Mais si ta boîte, elle marche, probablement tu vas la vendre. Comment tu vas faire pour éviter ce coup de blues que tu as eu? Et comment tu vas l'anticiper, le préparer et du coup l'éviter, quoi? Préparation à la suite. C'est-à-dire que concrètement, il faut immédiatement avoir un projet qui va suivre derrière. Il faut déjà être projeté à l'intérieur, que ce soit chez l'acheteur ou que ce soit à l'extérieur, qui est des choses qui te permettent de conserver un équilibre. On a péché par naïveté, on a péché par innocence. C'est-à-dire que concrètement, on savait pas ce que ça allait générer. Maintenant, je sais ce que ça a généré en moi. C'est-à-dire que tous les garde-fous seront mis en place pour ne pas que ça puisse se produire. Et s'il y a des signes avant-coureurs du fait que ça puisse se produire, je ralentirai, je mettrai en place des éléments qui me feront du bien, etc. pour faire en sorte que ça se reproduise pas. Parce que je retourne pas dans un schéma identique. Il y a qu'un âne qui fait 2 fois la meilleure. Donc ce qu'on peut te souhaiter, c'est ça, c'est réussite sur ta nouvelle boîte, Libérol, ça s'appelle? Ouais, Libérol Conseil. Okay. Donc on mettra le LinkedIn, etc. pour ceux que ça intéresse. Réussite là-dessus, que ça se passe bien avec ton frère dans le business, etc. Sur le plan humain, c'est quoi tes objectifs de vie là bientôt? T'as fait un triathlon, je crois? Ouais, j'ai fait un triathlon hier. Ah, mais ça, c'est une histoire de ouf. Mais ça, c'était assez triathlon marrant. non guidé. Ouais, triathlon non guidé, donc j'avais pas de guide qui était présent. Non, mais encore une fois, l'absurdité du truc, c'est que il peut y avoir que un guide par course, bon, on marche sur la tête, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup, on t'a refusé ton guide et t'as dû nager, vélo et course quasiment solo. Dans le noir, quoi. C'est ça. Incroyable. Et mon petit frère a fait la même chose d'ailleurs. Mon petit frère qui est aussi handicapé visuel et qui a la même maladie que moi, avec qui je monte la boîte, il a fait la même chose. Et on a fini avec le même temps. Ce qui est assez marrant parce qu'il m'a mis une pile à la natation, une pile au vélo et j'ai rattrapé en course à pied. Moi je trouve ça, c'est pour ça que je voulais commencer. Tout à l'heure tu as dit faut commencer le podcast un peu haut pour ensuite attirer, donc je sais que ce sera le cas avec toi, mais du coup t'as une force, t'as une énergie de faire un triathlon, de monter une boîte, faire un tour du monde, vendre ta boîte, machin. Mais j'ai écrit des livres aussi. T'as écrit des livres aussi? J'ai écrit deux livres, un livre qui s'appelle Step by Step, prendre la vie comme elle vient, un livre qui s'appelle L'avocat, l'engagement d'une vie. Mais c'est juste des je sais pas comment dire, en fait, je fais ce que je veux quand je veux. Ça énerve beaucoup ma compagne en ce moment. Temps, mais... tu vois, je sais pas comment tu trouves le temps. Même quand tu faisais tes podcasts à Anomia, je te dis, mais putain, mais tu les tournes quand? Ça sortait, mais à une production énorme. Mais je t'ai dit, t'étais en études à côté. Un con qui avance va toujours plus vite que des intellectuels qui parlent. Ouais. Et un intelligent qui avance, c'est encore mieux. Moi, je suis pas intelligent. J'aime juste les gens et j'ai un sens business. Mais je suis pas quelqu'un d'intelligent. Je sais que je suis pas un intellectuel. C'était un plaisir de te recevoir. Franchement, j'ai passé une trop bonne discussion. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, quelque chose qu'on n'a pas dit, dont tu estimes que les auditeurs devraient bénéficier ou pas? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un bon tour. Et c'était trop cool. J'espère que ce podcast vous a aidé à voyager au travers de la vie de Valentin, qui est quand même une vie exceptionnelle dans tous les sens du terme. Et surtout, il y a encore énormément de choses à faire. Donc peut-être qu'on se donne rendez-vous dans 2-3 ans pour faire un nouveau bilan d'étape
de ce que ça aura donné. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des noms d'invités de Mais moi, j'en AST, ai. MS, MSC qui ont des parcours exceptionnels. On va en reparler juste après. Mais je vous dis à bientôt. Salut à tous. Salut Valentin, merci beaucoup. Merci, ciao Jean-Joachim.